Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec un invité exceptionnel pour bien démarrer la semaine d'un monde de jeu, puis la vôtre aussi j'espère. Bonjour Tanguy. Bonjour. Bonjour Aline. Bonjour Aline. Salut tout le monde, salut Tanguy, salut Martin. On se retrouve tous les trois pour une matinale un peu particulière puisqu'on va vous parler de la semaine qui se lance. On va vous faire un petit programme de notre semaine. C'est le début du lundi, donc forcément, on est ravis de pouvoir commencer par se faire plein de projets, de choses qui vont arriver, qui vont être passionnantes. Mais on a, vous le voyez en bas de l'écran, un programme particulier. Ça fait depuis le début janvier où on parle des sorties, jeux de société, bandes dessinées. Séries aussi, on regarde un petit peu ce qu'il y a. Ça sera un tout petit peu moins le cas, on regardera peut-être en fin d'émission le programme de cette semaine. On reviendra dessus mercredi, on est juste les deux mercredi, Aline. Donc on aura plus de temps mercredi parce que d'habitude cette matinale du lundi qui est très riche, elle dure 1h30 en général. On est un petit peu long parce qu'on prend du temps à regarder des choses. Là on a plein de choses à vous raconter en plus. Donc si vous attendez ça, on regardera en fin d'émission, mais on se donne rendez-vous mercredi pour revenir plus en détail sur des choses qu'on a particulièrement aimées et qu'on a envie de partager avec vous. On monte tout de suite le programme de la semaine, Aline ? On peut montrer le programme de la semaine, il y a plein de choses cette semaine aussi. C'est notre première... l'entrée de notre semaine tout simplement, de regarder ce qui va arriver. Donc on va regarder ça tout de suite. Ensuite on parlera de Board Game Campus ensemble. C'est le projet que tu lances, énorme projet, gros changement dans ce que tu fais Tanguy. On reparlera d'un projet de surprise. Accrochez-vous, restez jusqu'à la minute 67 de cette émission. On a un projet surprise à vous montrer. Et puis, si c'est à la minute 67, c'est qu'on aura vraiment été passionnant avant, quoi. Oui, il y a des chances. Hein. On a tendance à être passionnant, surtout moi. Le programme de cette semaine. J'ai peut-être pas. Écran noir, vous inquiétez pas, ça dure 2 secondes. Alors, il fera nuit, mais très rapidement, je vous le promets, il fera jour. Elle est bien organisée cette matinale, ce matin. Je sais pas ce que tu en penses, Tanguy. Tu valides tout ? Jour, nuit, jusqu'ici tout va bien. Board Game Campus, il y a un projet surprise, c'est aujourd'hui, c'est ce lundi. Ensuite, on vous parlera, on reçoit cet après-midi, on a Paladis Game qui arrive. J'ai mis 2 personnes, il y en aura 3 qui seront présentes de Paladis. On aura évidemment Jocelyn, on aura Jeff, son associé. Et Maud Chalmel qui arrive, ils arrivent pour midi. Jess, j'ai mal prononcé. Oui, et Maud Chalmel, ils arrivent tout à l'heure, donc on sera ensemble demain pour la matinale. Jeudi, on prépare la Saint-Valentin. Alors, on reviendra sur nos coups de cœur. Mercredi, sinon. Mercredi, ouais. On prépare la Saint-Valentin, on reviendra sur nos coups de cœur, BD, ce genre de choses, peut-être éventuellement dans l'émission de mercredi si on a besoin de déborder un petit peu. Et puis nous, on va s'amuser à faire ce que l'on préfère avec vous aussi. Ce que l'on préfère dans différentes catégories culturelles. J'aime bien ce petit fond rose un peu cucu, c'est si mignon. Ah, moi je suis très cucu, tu sais. Je suis plus cucu que toi d'ailleurs, je crois. C'est vrai. Ouais. Mais plus intéressant aussi. Les actus ludiques, ça sera jeudi. Meilleur carrément. Oui, dans tous les domaines. Je vais vous laisser. Les actus ludiques, ça sera jeudi avec Pénélope. Là, on sera beaucoup moins cucu. Et vendredi, là aussi, je pense qu'il y aura plus de personnes que l'indiqué sur mon petit visuel. Mais en fait, je n'ai pas les photos de tout le monde. Donc, je n'ai pas pu le faire. Nous serons avec Spiral Édition pour le nouveau jeu de Spiral. C'est Présage qui arrive. Hop, qui arrive très rapidement, on aura l'occasion de le découvrir en avant-première, avant sa sortie, dans nos émissions. Voilà pour le programme passionnant de cette semaine, on ne va pas s'ennuyer encore. Hop, et je vois que mon menu n'est pas à jour non plus sur cet écran-là. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ce matin ? On va découvrir un peu mieux Tanguy, parce que alors, vous le connaissez, tu étais déjà venu au chalet pour un jeu, il n'y a pas si longtemps que ça, qui est juste entre nous là. Regarde, hop, je l'ai sorti et il me semble que ce jeu a rencontré un gros succès. Alors pourquoi tu étais venu pour Fort Et Duel pour la Terre du Milieu aussi. Et Duel pour la Terre du Milieu. Qui a eu un succès quand même. On n'avait pas tourné la vidéo ensemble sur Duel pour la Terre du Milieu, si je me souviens bien. Si, on a fait une partie. T'étais dans la partie, toi ? Je me souviens plus. Une partie l'un contre l'autre. Et on était coachés. Moi j'étais coaché par Bruno et toi par Antoine. C'est vrai qu'on avait vous aviez triché. Je me souviens. Vous aviez triché. Vous avez triché ? Non. On ne fait pas ça. Mais on avait perdu. J'étais du côté du mal, c'est pour ça qu'on peut. On avait perdu un petit peu, ouais. Faut que je dézoome cette caméra. Tu voudrais pas dézoomer la caméra ? Elle est un tout petit peu. Je trouve qu'elle est très très zoomée quand même. T'étais venu pour Forecrown parce que tu travailles un petit peu quand même pour RoboProd. Oui, tout à fait. Et alors il y a un petit succès ce jeu-là, il y a eu quelques bonnes nouvelles. Il y a eu une excellente nouvelle, on s'y attendait pas du tout. J'étais en train de, quand ils ont à Cannes, ils donnaient les prix petit à petit. Là. Merci.
J'étais en train de féliciter Thomas et j'allais appeler Antoine pour dire félicitations. Et puis il me dit ouais, mais toi aussi. Et je n'étais pas en train de suivre. J'ai dit c'est pas possible. Et donc voilà, grosse surprise. On était très heureux parce que c'est un jeu. Ils nous tiennent, c'est tous nos bébés, ils nous tiennent à cœur. Mais celui-là aussi, c'était une proposition particulière puisque c'est un jeu méchant. Enfin, il est méchant, mais on sait qu'il est méchant et on sait que c'est pour rire, quoi. Donc, voilà. C'est ça, en fait. Mais ça, c'est le truc... moi, je sais pas comment les gens le ressentent chez eux, c'est que il y a des joueurs qui n'aiment pas du tout ce type de jeu parce qu'il va falloir taper sur les autres, être un petit peu méchant, c'est important. Et il y en a qui n'aiment pas trop ça, qui sont un peu gênés, qui n'aiment pas aller piquer des rubis à d'autres joueurs. Mais on teste en festival, en convention, parce qu'on les teste beaucoup. Celui-là, on a testé aussi beaucoup à Ludinor. On fait tester ça, il y a des gens qui nous disent « Ah ben non, mais moi les trucs comme ça va pas aller, avec mes enfants, ça va pas bien se passer, on va s'engueuler. » Je dis « Pas de problème, essayez. » Et c'est pour ça qu'on a fait quelque chose de très BD, avec un côté limite enfant, enfin plutôt BD, amusant, avec les animaux et tout, c'est qu'on comprend normalement dès le début que c'est pour rire, il y a un décalage, on n'a pas mis des héros et des gens, vous allez devoir vous battre, etc. On a vraiment mis un gros décalage, et très vite, ce qui se passe, c'est que ça commence la première. Je me souviens de parties où les gens regardent, genre, mais tu m'as attaqué, et puis, c'est comme ça. Et ils comprennent un petit peu que c'est pour rire, en fait, et que voilà, il faut y aller, et que ça fait partie du jeu, quoi. Et donc, ça désamorce souvent. Moi, j'ai pas vu de partie, vraiment, où des gens étaient, ou en tout cas, j'étais pas là à ces parties, où étaient pas content et tout, tu m'as attaqué, etc. Je pense qu'on comprend tout de suite que c'est le but du jeu, et puis on se dit, c'est comme ça, et en fait, c'est pas une agression, puisque c'est le jeu, en fait. Et donc, ça se passe bien à ce moment-là. Il y a des gens qui sont trop doux dans les parties, qui hésitent, alors ça a du mal à démarrer, puis après, très vite, on comprend comment ça fonctionne. Mais le jeu, c'est comme l'humour, c'est une culture, en réalité, ça s'apprend. On est joueur, mais on devient aussi joueur de tous les types de jeux. Il faut acquérir. Il y a des acquis à avoir sur ce genre de jeu-là. Et en fait, chez nous, je pense à Intrigue, parce que c'est un jeu dans lequel on se faisait vraiment des coups foireux, qui avait aussi ce genre d'aspect-là. Mais c'est pas si éloigné, parce que Intrigue est peut-être un peu plus joueur, un peu plus dur, mais d'une certaine manière, chez nous, quand on y jouait, en tout cas, on n'a jamais de dispute, alors qu'il y a des légendes urbaines, comme quoi les gens se sont haïs à vie. Oui, mais ça dépend de comment tu te présentes. Et tu dois trahir. Ici, il n'y a pas de trahison. C'est contrat initial, quoi. C'est prérequis. Tu sais que c'est un jeu d'enfoiré. Globalement, Intrigue, c'est ça. C'est un jeu d'enfoiré. Tu vas te faire des coups bas. Mais comme c'est le contrat de départ, c'est OK. Et puis, il faut reconnaître, tu as raison. Je trouve que l'illustration, elle t'indique tout de suite, attends, c'est quand même pour rigoler. Oui. C'est ça. Voilà, mais c'est ce que vous avez très très bien réussi à faire sur Forecron, c'est-à-dire que tout l'habillage du jeu montre qu'il va falloir... en fait, ce qu'il faut dire au début d'une partie, c'est vous avez perdu à Forecron. Et selon un coup de bol, peut-être, si vous manipulez bien, s'il se passe des trucs, peut-être qu'à la fin, vous allez vous rendre compte, mais en fait, je peux gagner. Mais partez dans l'idée que vous avez perdu de base, comme ça se passera beaucoup mieux, et vous prendrez beaucoup moins bien, beaucoup comme mieux tous les jeux, en fait. agressions. Pas les coopératifs, comme tous les jeux. Non, mais il y a plein de jeux où tu démarres en disant j'ai gagné, et à chaque fois que tu as un coup bas, mais ça m'énerve. Alors que là, il faut partir dans l'idée, de toute façon, j'ai perdu, mais on verra bien ce qui se passe. Moi, c'est plutôt un jeu de ouin-ouin. C'est qu'il faut partir dans le j'ai perdu, mais il faut le dire tout haut. Oui, alors mais ça, vous êtes très méchant avec moi, mais j'ai aucune chance, regarde, j'ai presque pas de rubis. Enfin, c'est vraiment un jeu de Queen, et c'est très important. J'ai parfois lu mais quand je joue pas, il n'y a pas d'interaction, etc. Moi, moi, ce que j'aime bien, c'est que quand les autres jouent, l'interaction est maximum. C'est la carte d'un autre, c'est pas à ce moment-là qu'il faut dire j'attends ma carte, parce que votre carte a de l'importance, mais c'est pas ça qui a le plus d'importance. C'est quand quelqu'un a une carte et qui dit je peux enlever 2 rubis, qu'il faut être son meilleur jeu d'acteur pour dire non, là vraiment, ça fait 2 tours que tu m'attaques et que non, lui. Enfin, c'est comme ça que ça se passe, parce que à tous les coups, il faut jouer, il faut être dedans, parce que sinon, on va taper sur vous. Donc voilà. Voilà, c'est un jeu où on ne garde pas de rancune. À part la dernière partie, parce que vraiment, m'a beaucoup attaqué. J'avais raison. Et elle a gagné ou pas ? Non. Mais non, pas du tout. C'est Jérôme qui a gagné. Pas du tout. Je me suis fait attaquer à mort. Vous voyez que je suis pas rancunier. Attaqué à mort, et à la fin de la partie, elle m'a dit de toute façon, moi je retiens pas que t'avais beaucoup moins de rubis. Je m'en souviendrai toute ma vie. Sachez-le. Tu as perdu ton objet précieux ou pas ? Oh bah oui, bien avant tout le monde.
Dans les premières parties. C'est faux, mais même maintenant, il bluffe, quoi. C'est n'importe quoi, c'est faux. Toute cette anecdote est à peu près J'ai jamais gagné une seule partie de Fort Recours. C'est vrai. Merci à Goldust qui nous dit qu'il a beaucoup apprécié la vidéo qu'on a tournée ensemble. Tu avais fait une petite erreur de rivière, bon, pas importante du tout, mais sachez-le, ne reproduisez pas à l'identique la mise en place du jeu. Ne faites pas ça chez vous. Ouais, tu avais fait 3 lignes, je crois, de mémoire, au lieu de 2. Ça change pas du tout On a eu plus de choix. On avait une version plus tactique, en fait. Ouais. Ça change absolument pas le jeu, à part qu'on a eu un choix en plus, voilà. On avait fait une petite erreur, je dis que tu avais fait, mais en fait j'étais là aussi. Oui, parce que quand je présente les jeux, nous, au studio, ça fait 8-9 mois, voilà, ça devait faire 6-7 mois, mais qu'on a fini et qu'on est déjà sur d'autres jeux. Donc, parfois on est là, on réexplique, on fait « Oh là là, ça fait 6-7 mois que j'ai pu jouer. » Parfois c'est aussi une version que tu as testée. Ah oui. Non, juste une vraie erreur que je ne me souvenais pas de. Mais on l'a marqué en gros dans la vidéo parce qu'on s'en est rendu compte au montage. C'est Pénélope qui s'en est rendu compte parce que c'est elle qui a monté cette vidéo-là. Mais par contre, je le dis à l'oral comme ça pour ceux qui prendraient pour argent comptant tout ce qu'on présente. Vous avez bien raison. Alors, ça, c'est pour ton chapeau d'éditeur en chef chez Repos Productions. Un très joli chapeau. Mais c'est un projet qui va changer aussi parce que tu te lances dans autre chose. Oui. Ça s'appelle Board Game Campus. Hop, on va passer directement à cette rubrique-là. Board Game Campus, c'est ton gros projet du moment. Oui. Tu es en train de lancer ça, on en a parlé, on l'a annoncé. Et j'ai vu que ça faisait directement du débat. En fait, ça passionne les gens. Dès qu'on parle d'école, d'éducation, de transmission aussi, parce que c'est ça qui est important, ça passionne les gens. Et d'ailleurs, je voudrais insister déjà, je vais te laisser nous présenter Board Game Campus évidemment, mais sur ce mot-là, école et transmission, parce que c'est deux choses qui finalement sont assez différentes. Quand on dit il y a une école qui se monte sur le jeu, je vois des gens qui lèvent des boucliers en disant oh non, ça s'apprend pas, le travail sur le tas c'est très important. Je veux pas les caricaturer parce que c'est pas du tout, je suis pas en train de critiquer ces réactions là. Et quand on parle de transmission d'expérience, aussitôt tout le monde c'est génial, il faut transmettre. Il y a plein d'acquis d'expérience et de connaissances qui se perdent. On est toujours un petit peu entre les deux. À ne pas savoir comment se positionner. Quel est le positionnement de ce projet ? Alors moi je vois que souvent que les réactions c'est en fonction du passé, du passif, de ce que des études que toi tu as fait, de ce que tu as fait et de ce que tu as aimé ou pas aimé, fait après ou pas et si tu es enseignant ou pas, etc. C'est une réaction par rapport à ça. Et c'est donc oui, pour enseigner, etc. Et je pense que c'est un métier, ça s'apprend, enfin, c'est une évidence, c'est une évidence absolue. Ici, ça se rapproche de quelque chose que moi j'ai fait et que j'ai eu envie de faire parce que c'est mon passé et que ça m'a énormément plu. C'est quelque chose qui est plus proche, je vais dire, du compagnonnage, c'est-à-dire qu'on prend un professionnel, moi en l'occurrence, et il va transmettre par le geste et par le faire à des personnes son savoir et surtout rechercher des choses qu'il ne sait pas et explorer d'autres pistes. Et donc moi j'ai fait ça il y a 30 ans maintenant en tant que maquilleur de spectacle. Je voulais faire les effets spéciaux de maquillage. On a découvert ça. Et donc maquilleur de spectacle. Et donc j'ai appris ce métier dans l'atelier d'un professionnel et je venais tous les matins, on était 18 je pense. Ça allait, j'étais le plus jeune, je vais avoir 20 ans et puis il y avait quelqu'un qui avait 50 ans, 30 en réorientation professionnelle, etc. Et on venait là, il nous expliquait son métier, il nous mettait sur des stages, donc j'ai maquillé pour du théâtre, pour des courts-métrages, de l'opéra, enfin plein de choses, et donc c'était vraiment... J'ai adoré cette année, c'est une année vraiment que j'ai adorée, qui est passionnante, où j'ai travaillé comme un fou, il y avait que ça en fait, du matin au soir, on travaillait par rapport à ça, donc j'ai vraiment adoré ça, et j'ai adoré cette méthode de transmission qui me convient, de ne pas rester assis, de recevoir du savoir, mais de pouvoir... Ok, comment on fait ça ? On va le faire, on va essayer, on va le travailler, etc. Et donc, je ne suis pas le meilleur, je vais apprendre aussi. On apprend beaucoup. J'ai toujours aimé, dans les entreprises où j'ai travaillé, prendre des stagiaires. Et j'apprends toujours énormément. Donc, quand on doit transmettre quelque chose, ça nous oblige à réfléchir à ce qu'on fait, à structurer ce qu'on fait, à devoir mettre les choses dans l'ordre pour ne pas perdre de temps. Et donc, on progresse par rapport à ça. Et donc, l'envie était de... Parce que ça n'existe pas, il existe des formations, alors, il existe en Belgique une formation en sciences et techniques du jeu, qui est une formation en ludopédagogie, pour les ludothécaires, entre autres, et donc il y a un peu de design, et très théorique. Et puis théorique, j'ai pas fait les cours, non, ils ont de la pratique et tout aussi. Mais ici, pour moi, c'est vraiment la création et les métiers d'édition. Et les métiers d'édition, c'est particulier parce que, je vais dire, on a tous ici sans doute joué à des jeux et on a tous un avis sur c'est beau, c'est pas beau, etc. Mais
pas beaucoup de gens savent dire quelle qualité de papier c'est, quelle épaisseur, est-ce qu'il y a des renforts ou pas de renforts sur un plateau, une boîte, etc. Est-ce que le budget a été utilisé au mieux, où est-ce que ça a été fait, en fonction de où est-ce que ça a été fait, est-ce que c'est les meilleurs choix par rapport à ce pays de production. Enfin, c'est un métier, en fait, on fabrique des objets avec du plastique, du carton, du papier, différents types de qualité et tout, donc ça s'apprend de négocier avec une usine, de demander comment ça, enfin, d'envoyer une fiche en disant voilà, quels sont pour ce produit-ci les devis par rapport à tel type de qualité, etc. Bah oui. C'est de l'impression, enfin voilà, c'est un métier complet qui s'apprend souvent sur le tas, en tout cas par rapport à l'édition. Il y en a qui viennent, mais rares sont ceux qui viennent de l'imprimerie ou quoi que ce soit. Et même s'ils venaient de l'imprimerie, c'est qu'un type de métier. Il n'y a pas que ça, il y a le game development, c'est aussi un métier à part entière. Donc ça ne va pas être une formation qui va faire l'ensemble des métiers en disant je prends la section game development, je prends la section impression, je prends la section game design, etc. Parce que c'est les balbutiements, c'est le début. C'est incroyablement riche. C'est vrai que le jeu de société, on peut être perdu par rapport à la quantité de choses qu'il y a à découvrir. Donc, et surtout que ça doit être original. Ouais. Contrairement à un jeu vidéo où ça doit être original, ça doit être nouveau, mais quand même, on sait dans le jeu vidéo qu'il y a des choses qui fonctionnent, il y a des types de jeux qui fonctionnent, c'est pas pour rien on refait du shoot 'em up, on refait enfin voilà, il y a des types de jeux qui fonctionnent et qu'on doit exploiter, et puis des choses indépendantes qu'on essaye, mais ça marche pas toujours. Ici, le jeu de société, normalement, le but, c'est pas de refaire tout le temps la même chose, c'est de proposer, enfin, si on veut que ça sorte du lot, puisqu'il y a beaucoup de jeux, du matériel original, des illustrations originales, des nouvelles manières de faire, enfin il faut constamment avancer. Je suis assez fasciné par ça, parce que quand on parle notamment de prix ludiques, par exemple, quand on regarde les prix et quand on regarde les jeux qui sont mis en avant et les connaissances qu'ont les joueurs qui viennent d'arriver dans le monde du jeu de société et qui trouvent originaux des jeux qui pour nous qui sont là depuis un petit peu plus longtemps sans aucune prétention là-dessus mais qu'on a déjà vu en réalité sur des choses qui sont peut-être des revivals de mécaniques qui étaient un peu passées on se rend compte que cette assimilation de tout ce qui existe elle n'est pas évidente et souvent ce contenu, cette richesse de savoir il est un peu perdu, on a perdu plein de choses, il y a peu de transmission dans le monde du jeu et on arrive au moment où ça devient absolument nécessaire. Oui, je suis confronté à des jeunes collègues qui arrivent et qui c'est super, il faut faire ce jeu, et puis on dit non en fait parce que c'est la même chose que ça, et en fait c'est pas moi qui ai raison, peut-être qu'il faut le refaire parce qu'on voit en ce moment on l'a vu, les plus vieux qui voient des choses revenir en disant ça les amis c'est quand même pas très original. Alors For Crown il est hyper original, mais par contre la sensation de jeu, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu et on est très content de le retrouver, cette sensation là, on parlait d'intrigue notamment, la culture du jeu elle permet aussi de connaître le placement d'un jeu dans son histoire. Il faut surtout pas perdre tout ce qu'on a vécu et construit ensemble. Merci au comptoir du jeu qui parle qui revient à chaque fois, qui commente souvent nos émissions avec beaucoup d'à-propos et qui nous dit il y a aussi pas mal de pratiques dans les formations ludothécaires. C'est un autre exemple de tous ces savoirs qui ne sont pas transmis aussi facilement qu'on le voudrait, et je pense que l'expérience des ludothécaires est la même là-dessus. Quand il y a des personnes qui arrivent et qui commencent à apprendre le métier, cette transmission elle prend du temps, elle s'apprend sur le tas évidemment. Les ludothécaires sont des professionnels du jeu aussi, et ceux qui ont fait des études par rapport à ça aussi, ce sont des gens qui ont un bon bagage. Mais rares sont mes collègues qui ont fait des études comme ça pour arriver. Et oui, il y a toute cette étude, ce que tu dis là, tout ça, évidemment, c'est des choses qui voient dans des études plus, je ne connais pas le bon mot, mais plus vers ce qui est pour les ludothécaires. Et dans les écoles, je vais juste terminer pour être plus complet. En France, vous avez une école à Paris, je crois, Sorbonne, on m'a dit, qui fait aussi de la ludopédagogie, et à Poitiers il y a une formation, une 4e, donc il faut faire 3 ans d'autres choses, et il y a une 4e année qui est pour les métiers du jeu, etc. Oui, donc il y a déjà quelques écoles qui transmettent en partie, et puis sur certains angles aussi, donc c'est pas forcément on a du choix. Et avec une certaine manière de faire, parce que là on parle de faculté. Oui, ici c'est une manière qui est... En fait, je vais faire ce que je pense est le mieux par rapport à des personnes qui vont arriver dans le milieu du jeu et dans le secteur du jeu maintenant, c'est-à-dire où on a besoin encore beaucoup de boîtes à outils. Donc il y a des sociétés comme Asmodée, où je me trouve de facto, où dans lequel ça se spécialise, et c'est de plus en plus spécialisé, vraiment par type de métier, etc. Donc il y a des nouveaux métiers qui se créent par rapport à ça, de nouvelles fonctions qui se créent au sein d'Asmodée, mais chez des petits éditeurs, il y a des one-man ou one-woman éditeurs qui font tout ça tout seuls, ou à 2 ou à 3. En orchestre. C'est ça. Et donc, je pense que le métier a besoin de ça pour l'instant, c'est de gens qui ont un bon bagage, qui ont
c'est pas simplement jouer à des jeux, mais qui ont appris à analyser des jeux avec du recul. Donc c'est pas j'aime pas, et c'est mon truc, c'est vraiment ok, pourquoi ceci est bien, pourquoi c'est moins bien, quelles sensations ça procure, pourquoi, comment, etc. Donc vraiment cette analyse, on va dire avec du recul et professionnels des jeux, mais qui aussi ont pu visiter une usine, discuter avec un distributeur, rencontrer des auteurs, qui soient connus ou pas connus, de voir des auteurs où c'est difficile, des auteurs où ce n'est plus difficile, et de pouvoir confronter tout ça pour avoir en fait un aperçu du monde du jeu, d'avoir évidemment été confronté à la création ludique, ce qui est quelque chose de difficile, de faire venir des idées de nulle part, de les mettre et d'essayer de faire fonctionner ça et que ce soit intéressant après. Parce que parfois on est fasciné parce que son jeu, ça fonctionne, ça marche. Oui, mais c'est un peu chiant. Donc c'est un étape en plus de ça fonctionne, c'est déjà difficile, mais qu'en plus ce soit bien. Et puis confronté au game development, qui est un tout autre métier où il faut, avec respect, prendre le matériel original, le démonter, nettoyer, se dire est-ce qu'il y a des choses à changer, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et comment dialoguer avec l'auteur pour, ensemble, essayer de faire le jeu le meilleur possible, en fait. Puis tout ce qui est direction artistique et tout, donc il y a plein de choses à voir. Il y a énormément de choses. C'est d'une richesse dingue, en réalité. C'est pour ça qu'on aime tous, là, les gens qui sont présents ce matin en matinale, partagent cet amour du jeu de manière générale, mais aussi pour toute la richesse, le foisonnement qu'il y a autour de tout ça, entre l'illustration, la mécanique, l'expérience humaine, l'apprentissage de l'autre, toutes ces choses-là, évidemment, peuvent s'apprendre sur le tas. Alors, ce matin, je vois énormément de personnes qui commentent la vidéo. On enregistre, on est en live sur Twitch, même si on rediffuse après sur YouTube, et qui sont enthousiasmés par l'idée. Visiblement, j'ai pas du tout de messages qui remettent en cause, parce que la dernière fois quand on avait parlé avec Pénélope, on avait un peu le pour et le contre, et des gens qui réfléchissaient à l'enseignement de manière générale, d'où l'intérêt de t'avoir aussi, c'est que tu permets d'éclairer le sujet, et c'est presque dommage parce que j'aimerais bien pouvoir revenir aussi sur ces retours, ces questionnements en tout cas, qui sont intéressants aussi. C'est toujours utile de se poser des questions sur ce qui a du sens, ce qui en a moins également. Moi, ça m'avait marqué aussi le fait, dans les débats qu'on avait eu la fois dernière, quand on avait abordé ce sujet-là, la recherche d'une vérité dans l'éducation. Comme quoi, il faudrait absolument travailler sur le tas pour apprendre le mieux. Cette remarque-là, on l'avait eue, et à chaque fois, je suis toujours perplexe, parce que comme s'il y avait une seule vérité, une seule façon de faire. C'est pas une antithèse du travail sur le tas. C'est pas quelque chose qui s'oppose à cette expérience-là non plus. Il y a une différence, je pense, entre excellence et nécessité, déjà. Donc, excellence, de se dire, oui, mais on pourrait faire mieux, il faudrait faire comme ça et tout. Oui, c'est vrai. Il y a certainement moyen de faire une école encore mieux avec... mieux, ça c'est certain. Bah attends, elle n'a pas lancé, là, tu vas trop loin. Je vais dire, oui, mais il faudrait des profs comme ceci, ça, etc. Donc je suis certain. Et on en parle après des profs. Hein. La nécessité que, en fait, il y a un trou, donc il faut y aller, il faut commencer. Et puis, la vraie différence, pour l'avoir expérimenté aussi, c'est que l'intérêt d'une école ou d'une formation, ou même de tutos sur Internet ou quoi que ce soit, c'est que ça fait gagner du temps. On peut apprendre à peindre tout seul, on peut vraiment faire ça tout seul et apprendre des choses extraordinaires et aller plus loin et faire des choses qu'on n'aurait pas faites. Mais je le vois en tant que papa ou en tant qu'humain aussi, mes enfants qui ont été à des écoles de dessin et je dois faire du fusain et j'aime pas le fusain et pourquoi je dois faire ça, moi je veux faire de la peinture et tout. Ok, et puis à un moment on lui fait tester l'aquarelle et il fait... mais je voulais pas, mais en fait j'adore l'aquarelle et je vais faire de l'aquarelle toute ma vie ou quoi que ce soit. Enfin là je parle de mon frère parce que c'est ça qui s'est passé, mais pour plein de gens c'est comme ça, on essaie une technique, on s'est dit mais j'ai pas envie de faire cette technique et tout, et puis on fait tout compte fait je découvre quelque chose. Donc c'est pour moi donner le panel le plus large possible, et puis là-dedans voilà, on va aller piocher ce qu'il y a, et puis quelqu'un qui veut être absolument auteur de jeu va se rendre compte qu'en fait il est bien plus à l'aise en tant qu'éditeur pour porter les jeux des autres, ou bien quelqu'un qui veut être éditeur se dit ben non, mais en fait moi ce que j'ai envie c'est en moi, j'ai envie de faire mes jeux, j'ai pas envie qu'on me... Voilà, donc c'est vraiment des choses qu'il faut expérimenter, sentir, et puis après ça, aller là où mène le vent, et l'envie, et l'énergie, et voilà. Et les aptitudes, des fois tu découvres une aptitude surprise dans un domaine que tu n'avais pas imaginé. Tout à fait. C'est tout l'intérêt d'avoir un panel d'expériences. Plein de choses sur le chat, merci beaucoup à tous ceux qui participent et qui nous permettent aussi de rebondir sur les différents sujets qu'il nous faut aborder. On va continuer à explorer ça. On va faire une vidéo aussi, on va expliquer toutes ces questions-là. Donc on est très sensible à ce que vous nous racontez là tout de suite, parce que ça nous permet de préparer la vidéo qu'on va faire pour ceux qui veulent découvrir cette école-là sans avoir... C'est un rythme particulier, les lives, hein. Forcément on discute
avec les gens qui sont présents ici, et c'est pas pareil que quelqu'un qui va vouloir rechercher des informations. Ensuite, on va essayer de recentrer. Mais quand même, imaginons qu'on est super intéressé, comme plein de gens dans le chat, du coup. On va en parler, mais je finis sur les questionnements. Oui, il y a encore deux trucs aussi que je voudrais dire, là. Dame Rachou, tu n'es pas trop vieille. Voilà, c'est exactement là-dessus que j'allais revenir. Première chose, effectivement, il y a Rachel qui dit « Ah, si j'étais pas si vieille, j'aurais fait cette école », nous dit Rachel. Et alors oui, tu voulais rebondir là-dessus ? Ben oui, tu aimes Rachou, tu n'es pas trop vieille, il n'y a pas de problème. L'organisation de la vie, c'est autre chose et tout. Oui, déjà, à 25 ans, on peut pas être vieille. Non, complètement. Et puis tu as prévu de toute façon, pour tous les problèmes de... Je cherche des trucs de vieux. D'ostéoporose. D'ostéoporose, il y a une clinique juste à côté. En fait, j'ai eu 3-4 trucs, je me suis dit c'est très irrévérencieux pour Rachel, je peux pas les sortir. Non, c'est pas irrévérencieux puisqu'elle a 20 ans. Oui. J'ai failli dire pour les bouffées de chaleur et tout ça, mais jamais je me permettrais en live. Non. L'incontinence et tout, on peut pas faire ça. Ça ne me permettrait pas, ça serait vraiment déplacé. Je suis pas quelqu'un de déplacé. Deuxième truc, avant de revenir, Aline, tu as tout à fait raison sur le contenu exact de ce Board Game Campus. C'est le comptoir des jeux qui nous dit le questionnement était aussi sur la peur d'une standardisation. Et là-dessus, je ne voudrais pas contredire, parce qu'il n'y a pas de raison de contredire. Effectivement, il y a des écoles qui standardisent d'une manière générale. Dans les apprentissages de l'art, on a cette tendance aussi à avoir un enseignement théorique derrière lequel peut-être les étudiants vont suivre. Il ne s'agit pas de dire le contraire. Et c'est là qu'on va pouvoir enchaîner sans doute, enfin je te laisse répondre comme tu le veux, c'est pas moi qui vais répondre à ta place, mais sur l'expérience particulière et les personnes qui vont t'entourer aussi, ça va être très très varié. Oui. Le but c'est ça, c'est justement pas de standardisation. Moi personnellement je n'aime pas trop la standardisation, à part de ce qui peut l'être, c'est-à-dire au niveau organisationnel pour gagner du temps et faciliter la vie à tout le monde, mais au niveau de la création surtout pas. Le principe c'est ça, c'est de donner des aperçus différents, les plus différents possibles, pour que après ça on trouve quelque chose là-dedans qui nous intéresse, ou justement quelque chose d'autre. Et vraiment c'est ça, c'est de montrer à quel point ça peut être différent, à quel point les entreprises peuvent être différentes, et les créateurs, par exemple, entre un Théo Rivière qui va venir en tant qu'intervenant, ou un Antoine Bozin ou un Bruno Catala, c'est pas la même manière de travailler. Ce n'est pas la même manière de travailler et d'envisager ça, et c'est pas eux qui vous direz le contraire. C'est sûr que Théo et Bruno ne fonctionnent pas du tout de la même façon, Carl-Antoine Bozin non plus. Et là je mets à l'image quelques visages de personnes qui vont intervenir dans cette école, en tout cas qui ont donné leur accord. Il faut que les choses se fassent. Oui, ils ne rentraient pas tous dans le rectangle, donc il y en a encore plus. Il y en a encore plus. Il y a vraiment... Et on le voit, 1000 regards différents sur le jeu de société qu'on n'a pas l'occasion de croiser quand on débute, parce que nous, on a eu peut-être cette chance aussi d'arriver dans une période où le nombre de personnes et le nombre d'événements étaient beaucoup plus limités. Je me souviens quand on allait au Festival des Jeux de Cannes, sur les premières années où j'y assistais, quand on se retrouvait au off, il n'y avait personne, c'était désert, et quand on s'installait à une table, il n'y avait que des stars qui étaient des stars d'aujourd'hui, du monde du jeu de société, qui étaient là parce que le secteur était tout petit. Donc c'était l'accès à toutes ces personnalités-là, à ces expériences et le temps qu'ils nous accordaient, c'était facile. Aujourd'hui, ça devient impossible en fait de partager, de regrouper en très peu de temps tous ces regards. Oui, et je remarque que ça se ferme de plus en plus, c'est-à-dire que comme il y a de plus en plus de monde et qu'on ne sait pas... il y a des événements, et il y a des événements, on retrouve certaines personnes et on les retrouve d'événement en événement, on en retrouve d'autres sur d'autres événements, et en fait il y a pas des familles qui se créent, mais même si c'est quand même assez ouvert, c'est moins ouvert qu'avant. J'ai moins l'impression que si tu vas au ludopathique ou quoi, à certains événements comme ça, c'est pas possible de rentrer si c'est pas via un ami. Les ludopathiques, c'est l'événement qui est organisé par Bruno Felitti, et il était ouvert avant. Il y a une époque où ça a été ouvert à qui voulait. Tout à fait. Ça remonte un peu. Et des gens comme Thomas et Cédric de Repos Production qui se sont rencontrés là-bas, qui ont fait repos grâce à ça, etc. Mais c'est plus possible. Hein. On sait bien quand on mange, on est les uns derrière les autres, et c'est un événement génial. Enfin, moi j'adore y être, mais on sait pas. J'aurais envie de dire à 20 copains, venez, ça va être super, mais c'est juste pas possible, même faire venir une personne. Et de plus en plus comme ça, parce qu'il n'y a pas trop la place, ou alors c'est des événements, si on peut accueillir plus de monde, qui sont plus grands, mais on est un peu plus éloignés les uns des autres. Donc, comme la famille s'agrandit, on ne sait plus faire rentrer la famille partout, quoi.
Mais donc voilà, là vous voyez qu'il y a des profils assez différents. Et puis surtout, c'est les métiers en fait. C'est les métiers différents. Des personnes qui s'occupent des licences, des traductrices, des éditeurs qui ont été gros éditeurs et qui se relancent, comme Thomas ou Cédric qui se relancent en petite maison d'édition maintenant, des distributeurs, Berthe qui est distributeur d'Asmodée en Belgique, donc c'est encore un boulot complètement différent, Didier, j'ai envie de citer tout le monde, ou Maëva pour la direction artistique, enfin voilà, il y a plein, il y a des personnes qui s'occupent, qui ont des magasins aussi, ou qui font du serious game, ou même de tout ce qui est influence et tout, puisque ça fait partie vraiment de l'écosystème actuel. Donc voilà, il y a vraiment plein de personnalités différentes, toutes des belles personnes. Je suis ravi de les avoir pendant quelques heures, et je les remercie d'avoir accepté de venir et tout, parce que c'est des personnes qui viennent sur leur temps pour parler de leur métier et tout, en disant... J'étais super surpris parce que j'avais une grande liste de personnes que j'avais envie de voir. J'ai dit, je commence par la moitié. Ouais. Et puis, en fonction des noms, j'en vais en mettre d'autres. Et en fait, dans tout ce que j'ai envoyé, j'ai eu un nom. Tout le reste, pour une raison autre, tout le reste a été oui. Et je me suis retrouvé, c'est rempli. Et donc, il y a plein de gens à qui je voulais demander de venir, à qui j'ai pas pu envoyer le message parce que c'était rempli. Ça va comme problème. Ça montre aussi quand tu dis. Moi, je veux dire, et puis Aline, Aline, je crois que tu es d'accord avec moi, on est impressionné aussi par cette capacité que tu as à lancer des projets, parce qu'on se disait hier, mais on ne saurait pas faire, nous, tout ça. C'est-à-dire l'initiative, le fait de se dire, moi, je peux. Il suffit que je demande. Tu as le carnet d'adresse aussi qui permet d'organiser ce genre de choses. Là-dessus, c'est pas, on l'a plutôt aussi. Ça va, je pense. Ouais. Il faut une confiance en soi, une initiative. C'est ça aussi que tu vas transmettre derrière pour être capable de lancer des projets aussi impressionnants. Là, on survole, forcément, ce matin, on reviendra plus en détail dans la vidéo qu'on va enregistrer après pour revenir sur évidemment chaque domaine et puis chaque question que les gens se posent avant de s'inscrire. Mais il y a une richesse déjà qui est enthousiasmante et tu as une capacité à lancer ce genre de truc. On est sidérés, nous. Voilà. C'est comme ça. C'est pas ma première, la première chose que je lance, que ce soit au niveau associatif ou au niveau société. En gros, dans ma vie, j'ai toujours été indépendant. Là, c'est les 5 dernières années où je suis employé. Et voilà, je pense que je suis mieux en indépendant. Et ça fait partie du truc. Et j'ai eu mes échecs aussi. J'ai lancé des entreprises qui n'ont pas marché. Et c'est très très formateur. On apprend énormément. Voilà, ne pas avoir peur de... En fait, c'est ça. Nous, on est peut-être trop bon élève avec Aline. C'est qu'on a peur de l'échec. C'est ça. Ceci dit, le fait de travailler sur un monde de jeu nous a permis aussi de lancer des tonnes de formats qui ne marchent pas et d'apprendre un peu plus à avoir des échecs. L'échec est formateur en soi. C'est le but, moi, c'est de leur faire rater des choses. C'est-à-dire que justement... Vous raterez votre vie si vous y allez. Non, je vais trop loin. C'est ça. Leur vie, je sais pas. J'espère que non. C'est pas le but. On a raté déjà notre choix de t-shirt parce que je pensais, j'avais pas compris ce que tu me disais. Mais toi, t'as l'autre. Mais j'ai les deux. J'aurais pu mettre le même que toi. Mais... On a raté le choix de t-shirt. Ouais. Mais enfin, là, si tu veux, on est un peu. Vous êtes quand même bien accordés. Oui, c'est dans le même univers. On est dans le même univers. Donc je reviens à ma question parce que je me dis, si je suis dans le chat. On répondra pas, tu sais, Aline. Non, mais c'est pas grave. Moi, j'insiste. Tu sais, dans la vie, quand je vois un truc. Parce que je me dis, si vous êtes dans le chat et que ça vous intéresse, ou que ça vous intéresse pour votre enfant, ou que ça vous intéresse pour votre neveu, ou j'en sais rien. Mamie. Votre sœur. Pour quelqu'un de motivé. Alors attention, ça c'est important. Comment on te contacte ? Parce que si c'est mon fils ne veut rien faire dans la vie, il joue de temps en temps et je me dis que ce serait bien pour lui et je vais lui payer l'école. Et ce serait mieux que les jeux vidéo. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, et il y a un entretien pour ça, c'est des personnes motivées. C'est des personnes. Là, j'ai rencontré quelques personnes qui veulent s'inscrire. T'as déjà des gens en playlist. Des inscriptions et des gens qui veulent s'inscrire. En fait, ça a complètement... je suis un peu ému. Parce que ça m'a vraiment beaucoup ému, parce que j'avais une volonté de le faire pour moi, parce que j'avais envie de transmettre, etc. Et en les rencontrant, je me suis dit, merde, j'ai vraiment envie... Là, maintenant, si je le fais, c'est aussi pour eux. Parce que j'ai rencontré des passionnés, et on en parlait hier, c'est une autre génération, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis dans une génération où on ne pouvait pas imaginer faire du jeu. On joue à des jeux, c'est un truc industriel qui se trouve en grande surface, ou des petits trucs obscurs. Voilà, en tout cas, moi, personnellement, j'ai pas imaginé que c'était un métier, que c'était possible, qu'il y avait un milieu de ça. Donc, ça existe, c'est un produit qui arrive, que j'adore, que je trouve génial, etc. J'ai pas eu cette révélation-là, comme j'ai pu l'avoir pour le cinéma ou pour d'autres choses.
Et là, je me rends compte qu'il y a des générations qui ont grandi avec des jeux de société, en allant dans des magasins de jeux de société où il n'y avait que ça, en voyant des jeux différents, en essayant des choses, qui s'y connaissent en mécanique et tout. Et quand je vois ça, et quand je vois cette passion, je me dis, c'est pas possible, quoi. Il faut les aider, il faut avancer, il faut faire quelque chose. Et voilà, là, j'ai vraiment envie de le faire pour eux, en disant j'ai envie que vous réussissiez, que vous fassiez des jeux et que vous ayez une vie, où vous fassissiez ce que vous avez envie, en fait, et pas simplement parce que là j'ai eu des profils de gens très courageux qui faisaient de l'imprimerie en disant je veux travailler dans le jeu, je sais pas quoi faire, il n'avait pas trouvé les bonnes études, en disant je vais être imprimeur, ça va me servir, ou un autre qui a fait du graphisme et tout, et je me dis mais il y a moyen d'aller plus directement, en fait, de ne pas perdre de temps. C'est toujours utile. Après, c'est toujours des compétences acquises. C'est extrêmement utile dans le secteur. Donc c'est un gros avantage. Moi, je n'ai pas fait d'études dans aucun des domaines que je fais aujourd'hui, que ce soit la bande dessinée, la vidéo, l'animation d'émissions ou la création d'une chaîne. Je n'ai pas fait d'études là-dedans. Et c'est possible de faire sans études. Simplement, j'ai perdu 10 ans. Souvent, j'ai ce sentiment-là. Les études, c'est un accélérateur d'expérience. Ça vous empêche pas. Il faut avoir la fibre. Quoi qu'il arrive, si on n'a pas la fibre, c'est compliqué de tenir dans la durée. Et j'ai souvent croisé des gens qui avaient le talent, mais pas la fibre pour tenir. Cette endurance-là, il faut l'avoir de base. Mais c'est un accélérateur d'expérience pour des gens qui sont complètement convaincus. Rachel nous dit, j'ai la fibre. T'es chez qui? Chez Orange, ouais, il me semblait aussi. Mais on apprend vraiment, enfin, c'est idiot de le dire, mais je pense que dans tous les métiers que tout le monde pratique, on apprend tous les jours. Mais ici, on apprend vraiment tous les jours. Je le vois avec l'équipe à repos, vraiment une super équipe. En regardant la chaîne d'Amont de jeu, tu veux dire? Ouais, ça c'est le matin en écoutant mon café. En écoutant ton café. Okay, faut dire quand même parce que pour le tympan c'est dur, hein, que ça peut être dangereux. Je t'ai coupé pour dire ça. C'est tôt le monde de jeu, en buvant mon café tôt le matin, etc. Il y a une réunion, on peut pas la mettre un peu plus tard parce que là je suis. Mais on apprend vraiment tous les jours et on essaye des choses et avec Pierre-Virginie, les chefs de projet, avec les graphistes et tout avec qui je travaille, c'est vraiment on ferait ça semble débile, c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude, on va chercher. En fait oui ça se peut, on fait des tests, on essaye. Enfin il y a vraiment un côté laboratoire constant qu'on s'est vraiment ouvert les chakras en se disant on va pas faire oui mais c'est comme ça qu'on fait. Tiens, ce serait bien des cartes de ce format-là. Ah oui, mais ça rentre pas dans des sleeves. Oui, mais personne n'a jamais fait des formats comme ça et ça ne se fait pas. C'est pas grave, on va essayer. Ah oui, c'est complètement nul, c'est normal que personne ne le fasse. Et puis parfois, on trouve des trucs pour les petits coffres, par exemple, pour Forocron. Il y a plein de formats de coffres qui, en fait, souvent, ça se casse la gueule, ça tient pas. Enfin, voilà, il y a des jeux avec des coffres, il y en a. Et souvent, on me dit, on voulait un truc qui s'ouvre pas tout seul, qui se ferme bien, qui puisse s'ouvrir et se fermer et se garder en une main. Enfin, vraiment, c'est tout bête, c'est con comme chou, mais c'est vraiment de la recherche. Ouais. Et on se fait c'est un vrai plaisir de chercher le matériel. On se dit c'est chouette, nous on est content en tout cas, on est content pour nous d'avoir fait du bon boulot par rapport à ce qu'on voulait faire. On a Guillaume Big Mich qui nous dit est-ce que ce n'est pas aussi un autre pas vers le jeu de société comme objet culturel? Oui, mais on l'a dit, il y a plusieurs écoles qui sont créées, ça serait la 4e donc dans notre petit milieu francophone. C'est-à-dire la 4e école, enfin possibilité de... par rapport à ce que je connais, je pense. Mais je suis enchanté s'il y a d'autres écoles que je connais pas que Paris, Poitiers, Bruxelles. J'ai lu Bordeaux. On a lu un truc supplémentaire tout à l'heure, oui. Ok. Je pense qu'il faut faire un groupement. Il y a eu dernièrement des groupements des illustrateurs, des auteurs, des boutiques. Mais je pense que oui, vraiment que pour professionnaliser le jeu, et c'est pas professionnalisé parce que le jeu se vend mieux et grandit, c'est professionnalisé pour le pousser encore plus loin. Parce qu'en fait, il n'y a pas de raison, si nous, ici, on est tous joueurs, c'est notre vie, on adore ça, on sait ce que ça nous a apporté, il n'y a pas de raison qu'on n'a pas un gène et on s'est retrouvé particulier. Je pense qu'on sort les gens de leur maison, on les fait jouer dans les écoles, et on va voir que plein de gens sont joueurs, plein de gens aiment ça, donc il faut, et c'est notre à tous, manque de professionnalisme aussi, qui fait qu'on ne va pas plus loin, et c'est notre professionnalisme qui fait qu'on continue à en amener, mais je pense qu'il faut continuer tous à évoluer pour aller chercher de nouvelles personnes et faire grandir le secteur. Alors, on a un site internet, vous allez pouvoir le regarder. Le site, c'est Board Game Campus. Donc, vous aurez les informations sur ce site-là. Les inscriptions, ça commence quand ? C'est commencé. Ça a commencé en janvier et la rentrée est en septembre. La rentrée est en septembre, j'ai vu la date indiquée. Alors, tout est déjà prêt. Maintenant, il faut avoir les étudiants, la liste des étudiants
pour que le projet prenne forme. C'est un peu et ça, étudiante en fait, parce que je sais que tu l'as dit au niveau généraliste, mais c'est très important. Oui. C'est très important d'ouvrir la profession un maximum, et c'est le cas dans les maisons d'édition, mais c'est le cas dans les maisons d'édition de plus en plus, parce que c'est vraiment important. Je pense que c'est fini le temps, on se rend compte que... Des cathédrales, pardon. Des Rires et des Chants, moi j'avais... C'est fou, hein. Et si j'oublie maintenant ce que je dois dire, vous êtes mal. Hein. C'est fini le temps. C'est fini le temps. C'est fini le temps où on avait le magasin qui sentait mauvais des aisselles avec juste des joueurs qui jouaient au Magic en bas, etc. Et puis les femmes qui rentraient en disant mais c'est quoi cet antre de machin. Maintenant, il y a autant. Je pense vraiment qu'il y a plus de joueuses que de joueurs. Vraiment. Ah ouais, tu le vois comme ça. En magasin, je me suis toujours dit, parce que j'ai eu 15 ans en magasin, je me suis dit je devrais vraiment noter. C'est au moins équivalent, si pas plus de joueuses que de joueurs. Mais en fait, on a une vision faussée, parce que notre vision... En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de gens dans le secteur qui ont une vision faussée, parce que l'étage des magasins, il y a souvent éditeurs, influences, etc. Mais l'étage des magasins en lui-même, c'est-à-dire là où vraiment on vend les jeux, c'est là qu'ils sortent et qui sont vendus aux clients, il n'est pas toujours vu, en fait. Il n'est pas toujours analysé, etc. Et donc, c'est la même chose quand vous faites le top ici. On parle de jeux et machin, ça marche et on le verrait bien pour un As d'or, mais chaque mois, chaque semaine, c'est Skyjo au-dessus, et puis machin et tout. Donc, la réalité du jeu, la réalité économique du jeu, de ce qui se vend, à qui ça se vend, elle passe complètement au-delà des personnes qui pensent qu'ils maîtrisent entièrement tout le jeu. Nous compris. Hein. Donc moi, j'ai vraiment pris, en étant dans l'édition, une distance. Je suis aussi rentré dans des trucs de ça buzz pas. Et en fait, il faut tomber à plat. C'est ce qui se vend et les clients, c'est autre chose. On a une société qui est un peu déterministe. Hein. C'est que, effectivement, ce que tu dis, sans doute une réalité. Si tu le dis, c'est une réalité. Mais c'est une vraie question qu'on se pose. C'est les personnes qui vont se déterminer elles-mêmes comme... oh si, moi je peux faire du jeu de société, je vais devenir auteur. Est-ce qu'on va avoir cette traduction? S'il y a plus de joueuses que de joueurs, est-ce qu'on directement il va y avoir plus de personnes qui vont se porter vers ce type d'études, femmes que hommes? Ou alors est-ce que naturellement la société pousse aussi les garçons à croire davantage dans leurs possibilités? Oui, c'est certain qu'il y a ça. Et puis il y a aussi... Je pense par rapport à ça... C'est un problème, hein, j'insiste, je ne suis pas du tout en train de dire que... Il y a un sentiment le fameux sentiment, mais qui est de l'imposteur, qui est souvent très mal utilisé. Le sentiment de l'imposteur, souvent, on l'utilise comme des gens qui ne savent pas, mais qu'en fait, ils pourraient. En fait, le sentiment de l'imposteur, c'est des gens qui savent, qui sont à un bon niveau, et qui se disent oui, mais... Et il y a souvent ça. C'est-à-dire, je l'ai vu dans les réponses, parce que je voulais vraiment avoir une parité dans les intervenants-intervenantes. C'était très important pour moi. J'y suis pas tout à fait arrivé. Les garçons disent oui, pas de problème, et les filles disent je suis pas sûr. Exactement. Les garçons, non seulement j'ai des réponses, mais j'ai même plein de messages de hey, j'aimerais bien venir, etc. Et par rapport aux femmes, j'ai souvent dû relancer, redemander, parfois sans réponse et parfois des réponses plus tard. Et il y a vraiment t'es sûr ou non et là, sur la proportion, j'ai eu des non, je préfère pas. Je vais pas citer des personnes, mais vraiment, les personnes disent je suis pas tout à fait, c'est pas moi qu'il faut inviter. Je dis, alors qu'il faut ça, justement. Si vraiment c'est toi qu'il faut inviter, si c'est toi. Et donc j'ai beau lui dire, non, je préfère pas. Et donc il y a vraiment, je l'ai vu par rapport aux intervenantes. Et donc, je ne suis pas arrivé à ma parité à une ou deux personnes près, même si tout n'est pas pourtant, sur le site. Mais... il le faut vraiment dans la mesure où c'est ça aussi qui va rassurer. Et donc, c'est des garçons qui le disent. Mais bon, Aline, dis-le. J'ai pas la fin de cette phrase. Mais non, c'est ça. Il faut pas avoir peur. Lui non plus, en fait. Non, il ne faut pas avoir peur. Il faut absolument que les femmes qui seraient intéressées par ce sujet-là n'hésitent pas. Dame Rachou. Ne se juge pas trop vieille, par exemple. Hein, un exemple parmi d'autres. Oui, c'est important. En tout cas, voilà, les inscriptions commencent. Vous pouvez aller directement sur le site Board Game Campus. Donc, il y a une page, si on va sur le site, il y a un endroit où on peut s'inscrire? On peut se candidater dans ses contacts, tout simplement. Oui, dans contact, simplement. Donc, comment ça se passe? C'est qu'on se fait un petit échange de mails. On se fait soit un call vidéo, soit on se rencontre. Là, comme pour l'école, il n'y a pas encore les locaux, parce que c'est un peu inutile maintenant de louer des locaux vides. Tu les as en visio, tu sais lesquels c'est... Non, je sais que c'est au centre-ville. Voilà. Je sais qu'il n'y a pas de problème, il y aura au niveau du budget. Je suis pour l'instant en négociation pour avoir des locaux peut-être dans un côté plus associatif. C'est un très beau locaux, mais enfin ça c'est en dehors. Mais c'est inutile. Je dis ça parce que ça rassure les gens de se dire oui, je sais, ça ils ont envie de voir les photos des locaux, mais non, c'est pas. Enfin, j'ai pas envie de mettre des sous là-dedans pour l'instant dans des locaux. Il n'y a pas de sens. On avait des questions sur la durée du cursus. 1 an. Pour moi, c'est une année, mais c'est une année bien remplie, donc
c'est une vraie année, donc il y a les mois de cours. En juillet-août, c'est consacré à terminer un projet, donc un projet complet le plus loin possible en tant que la création et l'édition. Et il est présenté en septembre, mi-septembre, à un jury. Donc le jury, là, j'ai pas encore présenté, mais le jury, lui, va tester, poser les questions, enfin comme un jury classique pour tout ce qui est créatif. Et donc, c'est 1 an, c'est 800 heures, j'ai calculé de cours environ. En plus de ces 800 heures, il y a les 2 semaines de stage, 1 semaine à Essen, 1 semaine à Cannes. Et puis il y aura des game jams, donc ça j'ai envie de faire des game jams avec des universités de graphisme, c'est ça. Mais c'est hyper formateur les game jams dans la mesure, enfin c'est création de jeux dans un temps défini, avec des contraintes définies aussi, ça. Et c'est hyper formateur parce que ça permet aussi de se forcer. Et puis c'est difficile, hein, quand on est tout seul autodidacte, des fois c'est très très dilué dans le temps, là ça ne sera pas le cas. Et c'est surtout que je voudrais que ce soit trans je sais pas quoi, je n'ai pas trouvé le mot. En gros, j'aimerais bien mettre transversal. Ouais, on va trouver, je vais expliquer et puis tu vas me dire le mot. Le projet, c'est que j'aimerais qu'on ait un game designer ou même quelqu'un qui veut pas faire le game design mais qui va pour ce projet-là faire du game design, donc se forcer à trouver des idées et tout, avec un graphiste d'une école de graphisme, et j'aimerais bien avec un designer d'une école de design. Et donc pour qu'il y ait vraiment cet aspect objet, création, choses particulières et le graphisme, et que très rapidement, pendant un week-end, ils doivent collaborer et doivent apprendre à parler la langue de l'autre. C'est-à-dire que le graphiste va devoir apprendre la langue du game designer parce qu'il comprend pas ce qu'il lui dit. Le game designer, c'est très intéressant pour lui de dire « Ah, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est comme ça ». Et le designer en lui-même aussi par rapport à ça, avec des contraintes et tout. Donc je pense que pour tous les trois, c'est très intéressant. Le but n'est pas tant d'avoir un jeu extraordinaire à la fin que d'apprendre très rapidement à devoir partager le langage des autres, travailler ensemble pour faire quelque chose, aboutir en un long week-end où ce sera difficile le lundi de revenir au cours. Je pense que j'ai pas le mot et qu'il faudra qu'on l'invente. Pluridisciplinaire, c'est mieux. Pluridisciplinaire, mais c'est la même. Mais Julie a gagné le partage, bravo. Transversal, exactement. Merci à Elodie Cher qui a fait son premier commentaire sur le chat pour dire que les filles peuvent faire des jeux, pas seulement des dessins. Effectivement, c'est vrai que le milieu du dessin, c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus féminisé depuis des années, grâce aussi à des figures emblématiques. C'est ça qui manque parfois, c'est les figures qui permettent de porter aussi une féminisation. Et le marketing, hein. Il y a beaucoup dans les services marketing au niveau du jeu et tout. Il y a des métiers qui sont plus féminins. Et en fait, c'est débile, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas ailleurs. Il faut vraiment faut y aller, quoi. La question des finances. On a Elodie qui nous demande si ça sera finançable par CPF. Ça, a priori, ça me semble plus compliqué parce que c'est en Belgique. C'est le chèque de formation, enfin c'est le compte de formation professionnelle. Ça, je me suis renseigné, non, ce n'est pas finançable parce que je pense que pour ça, donc on n'a pas ça en Belgique, pour ça, il faut que ce soit une formation en France, et il y a des possibilités à l'étranger, mais ça a l'air compliqué, donc non, ce n'est pas finançable par rapport à ça. Et puis il y a Patrice qui demande quel est le coût de l'école. Alors, c'est 7 500 € pour l'année, et avec la possibilité, et là c'est un appel aux éditeurs, s'il y a des éditeurs qui parrainent, le parrainage c'est 2 000 €, et le parrainage, je vous donne une personne qui vient, avec le parrainage, il y a une personne qui vient 1 semaine à Cannes, 1 semaine à Essen, et la personne vous montre aussi ses projets pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, quand elle a un nouveau projet ou quoi, elle le montre en priorité à son parrain. Ça. Et là, il y a déjà il y en a 3, je vais annoncer le 3e. Il y a déjà Spiral qui aide et qui prend quelqu'un, il y a Blam, et puis là je ne l'ai pas encore annoncé, donc c'est en avant-première, mais il y a Playpunk aussi, qui a dit oui et qui prend quelqu'un. C'est génial, je pense, de pouvoir faire un festival avec Antoine Boza, Thomas Provo, avec eux. C'est rien que ça, et les gens ils paieraient 20 000 €, monte le prix. Et là c'est eux qui vous payent 2 000 € pour diminuer vos études. Donc s'il y a des éditeurs, il y en a d'autres qui m'en ont parlé, etc. J'ai pas encore envoyé à tous les éditeurs parce que j'ai pas toutes les adresses, mais enfin s'il y a un éditeur mais ils sont tous là ce matin intéressé, voilà. Regarde, 218 éditeurs présents. En tout cas, tu parlais de Blam, et j'ai vu passer Simon et on le salue. C'est une chouette initiative. On le remercie, mais oui, c'est super. On déborde notre section BD, on la gardera pour mercredi, je pense, parce que vraiment il y a trop de choses à parler, mais c'est passionnant, on se rend compte. Et pourtant là, on n'est pas rentré dans une présentation académique, on discute avec vous aussi des différents sujets que cela évoque, rien que ça. Vous avez déjà ça une prend belle... du temps, c'est passionnant. C'est extrêmement riche. Donc on a fait un contenu qui sera mis en replay avec cette vidéo sur notre chaîne de replay. Vous pourrez trouver plus d'informations sur le Board Game Campus. Et encore plus d'informations dans la vidéo qu'on va tourner.
Qu'on va tourner, et qu'on diffusera peut-être, alors on n'est pas sûr, mais est-ce qu'on la diffusera après Cannes pour avoir le retour aussi de toutes ces personnalités, s'il y a possibilité d'aller les rencontrer sur place, sur Cannes, pour avoir peut-être... Parce qu'ils ont chacun un discours différent et une vision de ce qu'ils vont apporter, donc on a envie d'avoir des petites pastilles où certaines d'entre elles reviennent sur ce qu'elles apporteront. On était en train de se dire hier, on réflit aux choses au fur et à mesure, forcément, mais ça vaudrait le coup de les montrer sur Cannes, les capturer sur Cannes. Oui, parce que ça a été des oui enthousiastes, ou alors ils étaient polis, mais il n'y a pas de raison d'être poli à ce point-là. C'est vraiment... je remercie vraiment, parce que c'est vraiment... Ah bah oui, évidemment, bien sûr, c'est chouette, c'est nécessaire, et voilà quoi. Donc, mais n'attendez pas Cannes pour vous inscrire si vous êtes intéressé. C'est-à-dire pour vous renseigner, l'inscription il y a encore un peu de temps, mais pour vous renseigner sur cette école-là, parce que là, ça y est, on commence à en parler, et je pense, on est en plein, Aline, tu vas pas me contredire, dans la période où pas je mal te contredirai pas, du coup. de parents, mais parents, aussi c'est la grande époque Parcoursup. Ouais, ils sont en train de se poser la question. Ça, c'est important de le dire, c'est hors Parcoursup. Mais nous, on a vécu ça l'année dernière. 16 places. 16 places. Donc, c'est un peu un concours. Tu sais que ça va se transformer en concours au bout d'un moment. Hein. J'espère. Et je prendrai les plus motivés et les motivés. Je pense que la première année, si on n'en a pas 16 places, on descendra plus bas. On mettra du ketchup sur les pâtes. Tu les auras les 16 places. Et s'il y a plus, je pense que la première année, peut-être, je monterai peut-être jusqu'à 18, mais vraiment grand maximum. Le but, en tout cas, c'est de faire une première année, et puis que ça serve, que ça puisse servir d'exemple, et qu'on ait des choses à montrer, et puis qu'on puisse voir les locaux pour l'année 2, etc. quoi. Ouais, tu sais que dès la troisième année, il y aura la classe A, la classe B. C'est vrai, c'est comme ça dans plein d'écoles. Ouais. Il y a un nom, alors, il y a Tornade qui pose une question qui n'est pas idiote, et après on passera à autre chose. C'est qui dit école dit diplôme. Le diplôme sera valable. Mais valable pourquoi en fait? C'est une question qui est assez importante. Alors oui, en année après bac peut-être valable pourquoi? C'est une ligne aussi sur un curriculum vitae qui est hyper intéressante. Est-ce qu'il y a besoin de... Est-ce que ça veut dire quelque chose dans ce milieu-là encore, pour l'instant, un diplôme? Alors, d'abord, je vais préciser que pour la Belgique, ce diplôme n'est pas reconnu par la communauté française de Belgique. Ça veut dire que, comme les écoles privées, les écoles privées, on peut ouvrir une école privée, n'importe qui peut ouvrir une école, c'est un droit inaliénable d'enseigner et de faire des choses, mais l'école ne reconnaît pas, puisqu'il n'a pas pu vérifier que j'étais un bon formateur, il y a plein de choses qui n'ont pas pu être faites, donc ce n'est pas certifié par rapport à ça, et donc ça veut dire que oui, si vous réussissez, vous travaillez bien, vous allez avoir un diplôme, mais non, ce diplôme ne vous donnera pas une meilleure carrière dans l'administration, un chômage plus élevé, etc. C'est pour ça que je disais valable pourquoi. C'est-à-dire que les diplômes reconnus ont une utilité, évidemment, mais par rapport au métier que l'on cherche à avoir... Personne ne vous demandera de diplôme puisqu'il n'existe pas de diplôme. Donc moi, chez nous, en tant qu'éditeur, on n'a jamais engagé quelqu'un... alors oui, pour de la comptabilité, peut-être pour du graphisme, et encore, parce que pour le graphisme, on ne demande pas le diplôme, on demande simplement un exercice. Enfin, ce qu'on demande, c'est des personnes qui savent faire les choses, et on fait un test pour voir si elles savent faire. Un papier, on le sait bien, quelqu'un qui a fait les études et qui a un papier peut être moins bonne que quelqu'un qui n'a pas fait les études. C'est pour ça que je dis pas qu'il faut faire des études pour être meilleur, mais ça veut rien dire en fait. Il faut des personnes qui ont des compétences, et que vous ayez le diplôme ou pas, ça ne changera pas grand-chose. Donc, quelqu'un qui a fait les études 1 an et qui ne cherche pas de travail ne trouvera pas de travail, parce que je pense qu'il ne va pas avoir une offre d'emploi, cherche diplôme B1, C3 en game design, machin, parce que ça n'aura jamais. Et par contre, quelqu'un qui n'a pas fait d'études, mais qui va chercher, qui va essayer tout, va trouver plus facilement. Donc, il y aura un diplôme, mais c'est plus honorifique qu'autre chose, pour dire que vous les avez faits, que vous avez réussi ou pas. Et je pense, parce que j'ai discuté avec des personnes qui ont des écoles de ce style-là, dans d'autres domaines, ils me disent qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, les professionnels appellent en disant « il y a quelqu'un qui vient chez moi me chercher, et en fait, il s'appelle machin, il était bien, il était pas bien ?» Enfin voilà, ça fait partie des choses aussi. Et donc, dans les études, ceux qui ont un score suffisant seront dans les personnes que je pourrais moi recommander en disant oui, bien sûr, engage-le tout de suite, ou il est près de chez toi, ça vaut la peine, etc. quoi. Mais ça, voilà, je suis pas encore maintenant dans la mise en place de tout ce qu'il faut faire pour activer le travail le plus possible par après. C'est quelque chose qui doit se faire. On a David qui nous dit c'est un con d'inviter un Belge, passionné de BD en plus, pour ne pas parler de bande dessinée. Et en plus, il a repéré la BD Saint-Elme derrière toi, que moi j'ai pas lu, mais qu'Aline a lu. Saint-Elme de Fred Peters. Ouais, c'est pas mon coup de cœur. Ah, mais moi j'aime bien cet auteur-là. C'est moi qui l'ai acheté. Alors moi j'aime beaucoup Peters. Tu l'as lu avant moi. Mais... Je l'ai lu et la saturation des couleurs m'a
m'a pas plu du tout. J'ai même eu l'impression que ça m'enlevait de la compréhension. Il y a un travail, parce qu'on va parler des BD du coup. Il y a un travail sur la saturation des couleurs qui gêne à la compréhension, je trouve. Donc, bonne idée, mais peu d'à propos pour la compréhension. Eh bien écoute, on en reparlera quand même, parce que nous... parce que moi j'ai envie de la lire et j'aime beaucoup Fred Peters quoi qu'il arrive. Plus tard, je ne l'ai pas encore lu, j'achète des BD qui ne sont pas lus au fur et à mesure. On a un autre projet. Je ne sais pas si tu as forcément pas fait le tour sur Board Game Campus, mais si tu avais autre chose à préciser avant qu'on passe sur... Tout va bien. Tout va bien. On passe sur l'autre projet, le projet surprise, parce que ça suffit pas, l'école. Je vais activer le projet surprise. Tu as d'autres envies. Tu vas l'activer là sur le site internet. Vas-y, appuie sur le bouton. Vas-y. Go. Non, là tu peux commencer parce que je dois me brancher là. Donc il y a un deuxième projet, ça ne te suffisait pas de faire une école, tu as envie d'initier des rencontres plus courtes cette fois-ci. Il ne s'agit pas d'une année, d'un cursus complet qui dure donc toute l'année scolaire de septembre à septembre. À septembre, même l'été. Bah oui, parce que comme vient de l'expliquer Tanguy, l'été tu continues à travailler et ton projet est présenté en septembre devant un jury. Donc c'est vraiment de septembre à septembre. Et pendant les vacances, j'ai toujours été bien plus studieuse que Martin pour écouter le cours. Ah oui, je suis pas branché, ça va être difficile. Pendant les vacances, il y a évidemment une permanence, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail à faire chez soi, mais il y a des périodes où l'atelier est ouvert, ils peuvent venir, montrer, on discute. Il n'y a pas 2 mois où je suis perdu. Voilà, il y a un suivi. Je suis pas en vacances pendant ce moment-là, quoi. Alors, tu dois te connecter, c'est Livebox CD50, hop, et là, c'est le même code qu'hier. Oui. On a bien prévu les choses, mais quand même jusqu'à un certain point. Donc, projet surprise. Et il nous tient particulièrement à cœur aussi. Oui, pourquoi ? Parce que ça va se passer au chalet, tout simplement. Donc, vous l'avez compris, tu vas initier, alors c'est vraiment ton initiative aussi, Tanguy, à l'origine, mais on a rebondi dessus parce que c'est super chouette, non pas des années de cursus universitaire, mais une semaine comment on appelle ça, de bain ludique, d'atelier. On a mis atelier. Bon, écoute, ça marche pas ton réseau, impossible de se connecter. Hop. Peut-être qu'on n'est même pas online en fait. C'est pas le bon code. Peut-être qu'on parle tout seul. Ouais. C'est le même code qu'hier. Alors. On est en plein en phase de connexion parce que tu voulais mettre le site à jour, mais vous voulez appuyer sur le bouton pour que tout soit en ligne et que ce soit possible. Attends, parce que moi je me suis trompé. Hop. Iron Dick 69, c'est ça, hein? Super mot de passe. Tu peux couper, hein. C'est une très bonne idée. Il y a Antoine Moza qui vient se connecter juste là. Ah ben voilà, dès qu'on parle d'Iron Dick 69. Ouais, c'est pas mon mot de passe, c'est son mot de passe. Comment ça se fait? Fais-moi afficher le mot de passe que je vois si c'est. Allez, note-le. On fait un petit peu de pub. Hop. Tac. Donc, c'est une... Ah oui, effectivement, t'as pas de bon mot de passe. Ah, c'est ça. C'est pas je sais pas, c'est je sais plus. Je me dis, personne va me piquer mon mot de passe ici. Très bonne idée de mot de passe, je pense qu'il y a des gens de Paris qui vont venir ici juste pour avoir du réseau gratuit. Tu vois. Donc, tu disais... Donc, voilà. On fait une semaine. Ouais, on fait une semaine d'ateliers ludiques. En fait, ça va être assez riche, assez varié. Initié au chalet, mesdames et messieurs, on organise ça. Ça fait un moment, nous, en plus, qu'on avait envie, avec Aline, de pouvoir ouvrir un peu les portes du chalet. Donc, ça va être la première fois qu'on va le faire. Pour ceux qui se disent, ouais, moi, j'aimerais bien me baigner dans le monde ludique, j'aimerais bien partager cette expérience-là, travailler éventuellement sur des jeux. Donc, ça s'adresse aux auteurs de jeux. Oui. Mais je n'ai pas une année à y consacrer. Par contre, une semaine, je peux. Et j'adorerais parce que ça me permet aussi de sortir de chez moi. Auteur-autrice, vous avez un projet, il faut avoir un projet, donc c'est pas j'aimerais découvrir la création de jeux de société, donc il faut avoir un projet qu'on juge abouti, pas j'ai 2 idées sur un papier mais j'arrive pas à les formaliser, donc vraiment quelque chose qui a été mis à l'épreuve, qui a été fait tester, et qui marche pas, etc. Et on a précisé qu'il faut qu'il ait maximum 1 heure, parce que c'est plus simple quand même. Ah, ça donc, c'est la question de pouvoir jouer. La durée du proto. Ouais. Si on arrive avec un projet de 4h30, bon, ça va être un peu compliqué d'enchaîner les parties. C'est ça. Ouais. Le principe, ça va être il y a plusieurs choses, de pouvoir répondre à toutes les questions que beaucoup se posent d'auteurs débutants qui aient déjà publié un jeu ou qui n'aient pas publié,
comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on négocie un contrat? Comment ça marche avec un agent d'auteur? Comment est-ce à quel moment on présente? Enfin, il y a plein de questions qu'on liste, je pense, un petit peu plus bas par rapport à ça. Voilà, vous allez pouvoir retrouver toutes les infos. Tout ça, brosser le monde, brosser comment fonctionne un petit peu le monde du jeu en partant de l'auteur, l'autrice jusqu'aux joueurs, joueuses. C'est vraiment tout le cheminement. C'est quoi un distributeur, c'est quoi un éditeur, c'est quoi un game développeur, c'est quoi un chef de projet, en ouvrant le plus possible à la diversité, parce que toutes les sociétés ne fonctionnent pas de la même manière, donc d'expliquer voilà, les différents types, répondre à toutes les questions. Et puis alors, un jeu de rôle qui consiste à présenter son projet, où moi je vais agir comme si Tanguy de Repos Production, et là maintenant je source pour la Pour Games, donc c'est aussi Days of Wonder, Libellude, Next Move, et j'en oublie un Space Cowboy, de faire cet exercice-là, tu me pitches le jeu comme je serais en festival, et je te réponds, je te pose des questions, je te dis merci, c'était très gentil, on va tester, on va pas tester, etc. Et puis aussi de pouvoir jouer entre eux, de pouvoir faire avancer ça, de pouvoir rencontrer d'autres personnes, tout ce qui est atelier aussi, donc il y aura tout le matériel, je viens vous encombrer, là ma voiture est pleine de découpeuses, tables lumineuses, machines pour faire des coins, pour faire des ronds, des carrés, etc. Ouais, parce qu'il y a aussi tout ce truc, toute cette expérience-là, la connaissance des outils qui est passionnant en soi. On nous dit, oh là là, ça tombe, parce que j'ai laissé passer les dates, ça tombe en même temps que le flip. Alors oui, il y a des semaines en juillet, mais on a placé 3 semaines directement. Vous allez pouvoir vous inscrire à ce projet-là si ça vous branche, si vous avez aussi envie de découvrir la merveilleuse cuisine d'Aline. Parce que c'est ça, c'est un projet aussi. Il y a tout cet aspect, on se baigne dans l'univers du jeu et on profite de ton expérience, de tes connaissances. Et c'est l'occasion. Et du lieu et de tous les jeux qu'on a autour de nous. Mais en même temps, il y a aussi la possibilité d'être au chalet avec cette particularité, cette immersion qui est quand même assez impressionnante, et donc on a placé 3 semaines directement, 14 au 20 avril, ça c'est très très rapidement, et puis après en juillet, pour ceux qui sont disponibles à ce moment-là, il y a 2 semaines qui sont possibles aussi en juillet. On va ouvrir les inscriptions là pour ceux qui ont envie de participer. Je suis pas arrivé avec le mot de code, hein, donc... Ça n'a pas marché? Non, ça n'a pas marché. Il faudra attendre, alors, c'est surpris. Alors, il ne faudra pas forcément attendre parce que j'ai le lien ici, hein, donc de toute façon, s'il y a des gens qui veulent... Ça c'est via votre site, ok. Ouais, mais ça c'est ton formulaire, c'est celui que tu as fait. Hop! C'est notre formulaire. C'est notre formulaire. C'est toi qui l'as créé. Hop, je vous mets le formulaire directement ici sur le chat pour ceux qui regardent en direct, et puis évidemment pour ceux qui regardent en différé, toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir participer à ce projet-là si vous avez des disponibilités, évidemment, et toutes les informations sont indiquées ici sur le formulaire. Hop, qu'on va peut-être grossir un peu, parce que je peux le grossir, parce que là, on voit pas grand-chose à cette distance. Mais donc sur le site, en tout cas Board Game Campus, dès que ce sera online ou sur le vote, il y a le programme de ce qu'on va faire. Il y a là, c'est des choses plus pratiques, techniques. Ça c'est le formulaire. C'est le formulaire d'inscription. On a nous aussi sur notre site le descriptif de de tout l'événement en fait, des ateliers qui sont proposés. Donc là, le descriptif de l'événement en particulier, on va le mettre en ligne aussi. Ça sera en ligne sur la page d'accueil de notre site, je m'en occupe juste après cette émission, on vous le donne accessible à tous, c'est le jour où on annonce les choses, et derrière ça, on va vous en reparler un petit peu, parce que c'est un chouette projet. Vous allez pouvoir être là, juste derrière cette petite porte, et regarder vers l'extérieur du chalet en disant « Ah, j'en ai marre de faire du jeu, j'irais bien me promener. » Ça a l'air beau dehors. Il y a quand même une chambre dans le studio, donc il y a quelqu'un qui va pouvoir dormir dans le studio d'enregistrement. C'est vrai. Il y a, au chalet, alors ça c'est un aspect très pratique. Technique, pratique, il y a 5 chambres au chalet, 4 à l'étage et une en bas qu'on a transformée en studio, mais là pour cet événement-là, ça redeviendra une chambre. Donc il y a 10 places. Il y a 10 places et vous avez effectivement la possibilité d'être dans la chambre Pénélope, dans la chambre Ludo, dans la chambre Brad Pitt. La chambre Ludo qui est la chambre la plus luxueuse, disons-le quand même. Ludo est un homme de goût et un homme de luxe. Puisqu'en fait le prix, pour ceux qui le demandent ou pas, le prix est en fonction de la chambre que vous prenez. C'est-à-dire que si vous êtes dans une chambre à 3, ça va être moins cher que si vous voulez être une chambre tout seul avec un lit double. Oui. Donc ça va de 725 € je pense pour la semaine tout compris, logement, nourriture, le matériel, formation et tout ça. Donc ça c'est la semaine complète immersion où on est dans les montagnes et on joue et on travaille nos jeux.
jusqu'à 950 € si vous voulez le luxe à la Ludo. À la Ludo, avec un lit double dans une chambre rien que pour vous. Voilà. Avec un petit bureau. C'est un bon cadeau pour la Saint-Valentin d'ailleurs. Ouais, ça c'est super. Ouais. Là, je vous fais défiler la page très rapidement, on ne rentre pas dans les détails, mais on ne va pas faire la lecture de la page ici, là, en direct ce matin. Vous allez la faire si vous êtes convaincu que ça peut vous séduire et que ça peut être un bon marchepied, parce que c'est ça aussi, ce genre d'événement. Là, les chambres ne sont pas en photo pour l'instant, mais on va les mettre aussi. Si, elles sont en photo, il y a un lien, tu peux cliquer, on peut faire visiter. Il est où le lien ? Alors, c'est dans la rubrique... descends un petit peu. Je suis en bas. Alors, remonte, c'est dans une rubrique différente. Tac, j'ai loupé le lien, parce qu'on a envie de montrer les chambres. Hop, ici, visite du chalet. Ah, bah voilà, hop. Et ça, c'est sur ton site, c'est ça ? Ça, c'est sur le nôtre, sur le sien, sur partout. Donc vous avez évidemment le confort d'avoir 2 salles de bain, des espaces pour travailler, des espaces avec des grandes tables, des chambres, des bureaux. Il y a tout ce qu'il faut. Et en plus, en juillet, en avril peut-être, mais en juillet, oui, il y aura l'extérieur. Dehors, quoi. Tu vas nous faire des barbecues ou pas ? Alors, peut-être pas les barbecues. On le fait nous Un méchoui Bof, je trouverai autre chose. Ah, mais il y a un feu d'artifice, on organise quand même un feu le 14 juillet, bah oui, c'est vrai. Le 14 juillet, ouais, en collaboration avec le village. C'est ça. Donc voilà, il y a plusieurs espaces. Alors, dans le studio, il sera transformé en chambre, et puis la personne qui sera dans le studio pourra aussi se servir de la table pour réviser ses protos au fur et à mesure. Après, il y a la fameuse chambre Pénélope. À l'étage, c'est laquelle que tu as baptisée Pénélope, Aline ? Bah, c'est celle-là, la chambre des jeux enfants. C'est vrai que c'est là qu'elle dort en général. Parce que Pénélope adore les jeux enfants. C'est son cœur de cible. Les choix sont un peu faits par Aline en fonction de l'historique. Pas du tout. Assume. C'est les choix qui se sont imposés à nous. Par exemple, la chambre Christine Alcouf, c'est la première personne qui a dormi dans cette chambre, et ensuite on l'appelait la chambre de Christine. C'est bien. La chambre de Ludo, forcément. C'est la seule personne qui dort dans cette chambre. Il loge là. La chambre Cocktail Games, qui est une chambre un petit peu en collectif, parce qu'il y a plein de couchages dans cette chambre, donc le prix sera adapté aussi, parce que vous partagez votre espace avec d'autres personnes, donc forcément, il y a un impact sur le prix. Et on n'a pas mis chambre Brad Pitt pour la première pour le studio ? Non. Elle n'est pas mise là, mais on l'a mis sur l'inscripteur. C'est moi qui dis non, mais je veux participer au choix des noms quand même. On s'est dit qu'on ferait un petit coussin à Brad Pitt, comme ça, pour pouvoir dormir avec Brad Pitt. Bon, il n'est pas vraiment venu, hein. On vous le confesse. Mais si. Ou alors c'était peut-être lui. C'est moins cher si on est en couple même, mais les 2 membres du couple, Mélodie, doivent avoir un jeu dans ce cas-là à présenter. Après tout, pourquoi pas, bien sûr. Ah, ce serait super d'avoir un couple d'auteurs-autrices qui viennent, c'est vraiment chouette. Il y en a des couples d'auteurs-autrices dans le monde du jeu. Ce qui serait super, c'est qu'il y a un couple d'auteurs-autrices qui arrive, mais qui partent avec des couples différents, tu sais, ça split, qui se passe des trucs. Ce serait terrible, Martin, ça serait extraordinaire. Super. On fait pas Love Story. Hein. Ah bon ? Non, c'est pas Chalet Story. Il n'y aura pas des caméras partout, mais alors je serais à quoi, moi ? Ouais. Bah oui, par exemple, Wilfried et Marie, alors ils n'ont pas grand-chose à apprendre sur ce plan-là, je pense. Johan et Céline Levet, enfin, il y a plein de... On a toujours à apprendre, Martin. C'est toujours. Wilfried et Marie qui vient avec Rémi et Nathalie, ils repartent, Wilfried et Nathalie, Wilfried et Rémi, enfin tout est possible. Et ça serait super, j'adorerais. Brand, Inka et Marcus, c'est ça ? Les auteurs allemands qui travaillent en couple. Inka et Marcus. Oui, c'est ça. Bon, c'est pas vraiment ce qu'on vous promet pour cette semaine, parce qu'il y a tout un planning plus sérieux que ça. On vous a donné... Oui, alors revenons sur le planning en lui-même. Qu'est-ce qui sera organisé spécifiquement ? On a bien compris qu'il fallait venir avec déjà des projets de jeu qui pourront être... minimum un. Voilà, qui pourront évoluer. Parce que ça peut... Qui pourront évoluer, qui pourront être... l'abandonner est une solution aussi, le transformer, etc. Ouais. C'est plus... Je ne vais pas dire que c'est un prétexte, mais c'est vraiment un début, c'est un outil pour pouvoir pour travailler, et c'est important de venir dans une recherche de progression pour avoir déjà fait des stages ou des ateliers pour adultes en création. Il y a une différence de j'aimerais créer mais j'ai jamais fait ça. C'est pas la même manière d'aborder que j'ai mis mon doigt dedans, je sais que c'est difficile, je sais que je suis confronté à des problèmes, et c'est plutôt ça qu'on voudrait faire. Peut-être qu'un jour on fera des choses pour des gens qui ne veulent créer, qui n'ont jamais créé, qui sont intimidés par l'acte de créer un jeu, quoi que ce soit, qui vous disent mais comment est-ce qu'on
fait. Ça, c'est encore une autre manière de faire. Mais ici, c'est pour les mécaniciens du jeu qui disent mais je comprends pas, ça marche pas, le moteur s'allume pas, comment est-ce qu'on fait? Et on va travailler ça ensemble et faire d'autres choses, des exercices aussi, des exercices de développement. Donc venir avec un jeu et puis dire voilà, on a joué à tel jeu, maintenant vous allez m'inventer une mécanique pour ce jeu qui fait ceci ou avec tel type de matériel. Enfin vraiment pour faire travailler en fait, pour simplement le résultat n'a pas grande importance, c'est le travail en lui-même qui fait que on va apprendre des choses et que on va apprendre d'autant plus vite qu'on est à nombreux et donc on va se partager l'expérience. Donc ça peut être très intéressant. Donc est-ce qu'on a la vie d'un jeu de société? On a le programme La vie d'un jeu de société, donc il y a le panorama complet du secteur du jeu. Là, ça, c'est aussi ce que tu apportes toi, parce qu'on nous demande quels sont les intervenants, nous dit Tornade. Déjà, vous avez toute l'expérience de Tanguy. Là, on est sur une semaine, on n'est pas sur un projet dans lequel on a la possibilité de mettre beaucoup de personnes en même temps. Enfin, il n'y a pas d'intervenant prévu. Si des professionnels du jeu veulent dire coucou, on leur trouvera peut-être une petite chambre pour venir dire coucou. En vrai, c'est pas impossible cet aspect-là, mais c'est pas le cœur. Le but, c'est le côté atelier. Il y a déjà des intervenants dans la mesure où vous en avez 3 autour de la table qui seront là sur cette semaine-là et qui vous accompagneront sur les jeux de société de manière générale. Mais, et puis on n'est pas à l'abri de surprises aussi là-dessus. Oui. Fabriquer ces prototypes, alors ça c'est passionnant en soi parce qu'on ne se rend pas compte, et là une semaine ne suffit pas presque, mais ça permettra déjà d'avoir un regard particulier. Tu as parlé de tous ces outils aussi qu'on n'a pas chez soi, à moins d'être un ultra spécialiste. Ou parfois il y a des techniques par exemple pour faire ces cartes. Vous apprendrez la technique Boza, peut-être Catala aussi, je pense qu'il fait ses cartes de la même manière. Enfin oui. Bruno aussi, mais il y a la technique Théo avec des sleeves, avec la feuille de carton contre-collée. Ça c'est la technique. Le plat de couverture. Donc il y a différentes manières. En fait, c'est vous donner un panel de manières de faire, en tout cas toutes celles que moi je connais, et on en utilise beaucoup suivant, et d'expliquer pourquoi on choisit plutôt l'une plutôt l'autre, pourquoi ça vaut pas la peine, sauf si on a envie de se casser la tête à faire tout de suite du matériel exceptionnel alors qu'on n'a même pas testé le jeu, un bout de papier suffit. Mais même chose, c'est sauf si on a envie, parce que ça peut être, il y a des auteurs, autrices qui ont besoin de fabriquer l'objet le mieux possible, ça les inspire et ça fait autre chose. Donc là, il faut suivre votre inspiration, mais d'apprendre les techniques. Je dois faire un jeton, comment faire un jeton. Là, pour un dé, par exemple, les différentes manières de pouvoir faire un dé, je vais apporter les dés Lego. Il y a des dés blancs, vierges, on peut prendre des dés normaux où on colle des étiquettes. Enfin, il y a plein de manières différentes de travailler ça pour donner un spectre assez large du plus cher au moins cher, du plus fun au moins fun par rapport à ces différentes techniques. Donc voilà, une petite mise à niveau technique de ce qui peut se faire, ce qui marche pas, etc. Donc il y aura cet aspect prototype, présenter son projet, évidemment c'est ça l'essentiel quand on parle d'atelier, c'est ce volet-là qui est assez important, accompagné aussi sur le développement, la réflexion, le débriefing que les gens pourront avoir autour des projets qu'ils vont présenter, exercice de développement. Oui. Ça, j'en ai parlé. La Game Jam, j'aimerais faire, mais le projet est ambitieux, parce que bon, là, il y a pas mal de phases de travail, on a fait le planning. Le projet est ambitieux de faire entrer tout ça, mais j'aimerais une Game Jam, pas une Game Jam dans le sens, pendant 3 jours, on fait que ça, on aboutit et tout, donc quelque chose de plus léger, qui ira peut-être moins loin, mais qui va mettre au travail et faire... Et c'est une manière de créer, que moi j'aime bien personnellement, qui est de créer par contrainte. Moi j'aime bien les contraintes parce que plus on met de contraintes, plus mon cerveau me dit alors c'est par là que je dois aller, vous voyez, c'est le poisson où on est en train de vous fermer avec des rochers et j'essaie de savoir comment je vais passer. Moi j'aime bien ça, donc c'est une manière de faire pour créer. Et donc avec des contraintes, moi je vais pas spoiler parce qu'il y a des trucs rigolos, mais de se dire j'en se prépare. Ok, bon, je vais devoir faire un jeu avec ça et j'ai autant de temps, on y va. Et le manque de temps fait que ça... Pour certaines personnes, en tout cas, ou un grand nombre, ça fait exploser les idées. Et on se dit, c'est moi qui ai fait ça en si peu de temps. C'est pas fini, mais c'est rigolo, quoi. Et puis, faire interagir les gens. Travailler avec d'autres auteurs. Moi, je crois vraiment dans le co-autorat. Je pense vraiment que c'est extrêmement intéressant. C'est important. Tout à fait. Et donc, de montrer, pour ceux qui disent non, de montrer la richesse que ça peut être, ou aussi le côté, si vous n'êtes pas avec la bonne personne, le côté ennuyant que ça peut avoir, mais normalement c'est très très riche parce que ça rebondit tout le temps et on va beaucoup plus vite, certains beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Goûter un jeu, alors ça c'est pas un détail, en réalité vous serez dans l'une des plus grandes ludothèques de France, je crois qu'on peut le dire, au Chalet, il y a un nombre de jeux
calculable, mais qu'on n'a pas calculé, et qui nous permet aussi, que si vous jouez à un jeu de société, on ne le calculera jamais. Si vous créez un jeu de société dans une catégorie particulière, dans un domaine où parfois ça vaut le coup de jouer et regarder ce qui existe déjà, des expériences qui sortent de certaines mécaniques ou de certains matériels, vous avez ces jeux-là très souvent à disponibilité au chalet. On peut aller les chercher, on peut dire ça me fait penser à ça, et on a des encyclopédies du jeu qui seront présentes pour vous guider à l'intérieur de ces ludothèques sur peut-être les expériences qui pourront vous amener à comprendre aussi comment les jeux se développent. Il y en a même dans les toilettes. Oui. Il y a une toilette où je n'avais pas été, j'étais hier, j'ai vu, il y a même des jeux ici. Ah bah oui, t'as vu. J'en ai pas vu dans la douche, ce serait bien quand même. Les jeux qui sont dans les toilettes, c'est Café et Lotus. Mais goûter au jeu, c'est un truc qui est important pour moi, parce que ça fait partie... comment dire ça ? Ça fait partie des choses qui, je pense, parfois c'est une éducation à comment goûter un jeu en fait, comment aborder le jeu, on est confronté à ça tout le temps, dès qu'il y a un nouveau jeu, dès qu'il y a un proto qu'on doit tester et tout, comment aborder une expérience ludique sans a priori, et sans a priori de ses goûts personnels. Et qu'est-ce qu'il faut regarder ou pas regarder, et c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est la différence, je l'utilise souvent, mais la différence entre le collectionneur qui est le buveur de vin. Il a une belle collection de vins, il a plein de bouteilles, il a des vins qu'il aime, il a des choses extraordinaires, il connaît plein de choses, mais entre quelqu'un qui boit beaucoup de vin et un œnologue, c'est pas du tout la même chose. L'œnologue, il a une manière complètement différente d'aborder ça, et c'est pas j'aime ou j'aime pas, et c'est dégueulasse, c'est simplement ok, il y a ça dedans, il y a comme ça dedans, etc. Et alors après, moi je sais si j'aime ou j'aime pas, mais c'est pas le sujet en fait, c'est pas ça qui est important. Et je pense que ça manque parfois en termes de jeu de cette partie, et qu'en éditeur on doit le faire tout le temps, sans a priori, qui soit un a priori graphique, un a priori d'erreur dans les règles. Je connais certains professionnels, il y a une erreur dans les règles. Il faut mettre un petit peu à part la subjectivité. C'est ça, il faut mettre ça à part et prendre les choses pour qu'elles sont factuellement, et à partir de là, on aime ou on n'aime pas, ça c'est un autre sujet, mais pour pouvoir analyser les choses. Et donc essayer de transmettre cet outil, parce que c'est vraiment un outil par après, et de pouvoir... c'est de faire l'inverse après, c'est-à-dire que quand on a appris ça, quand on a appris à prendre ce recul, d'apprendre à jouer en se remettant dedans et en faisant abstraction. Parce que sinon, si vous avez chaque fois cette abstraction, vous ne prenez moins de plaisir au jeu et vous ne pouvez pas vraiment l'analyser. Et donc une fois qu'on a appris ça, apprendre à se remettre dedans pour refaire une partie comme si on était avec ses copains autour de la table, et puis ressortir et prendre le côté professionnel de « Ok, j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça », mais voilà, ça nécessite un double voyage qui est important à apprendre, parce que ça permet d'aller plus loin et d'enlever ses préjugés en fait. Voilà pour ce projet qui est assez riche et enthousiasmant, en tout cas pour nous, parce que c'est aussi, on se lance, on a envie d'ouvrir les portes et puis de proposer quelque chose de très enrichissant. On se représente déjà, on a hâte de voir les premières inscriptions, les personnes qui vont nous emballer le pas, c'est comme ça qu'on dit, emboîter le pas. Emboîter le pas, je suis pas loin. Ça va vous demander énormément d'énergie, vous aurez besoin de vacances. Oui, en même temps. Projets stimulants, ça porte sa propre énergie en soi. Et puis c'est des projets c'est des dimensions qui sont assez différentes de ce qu'on fait dans le quotidien. Donc il y a aussi quelque chose d'enrichissant sur ce plan-là également. Est-ce que Aline proposera des formations en cuisine ? Non, c'est pas au menu. Je pense que les gens qui viendront, ils seront plus intéressés par ce que j'ai à dire sur le test de jeu enfant ou la narration adapté aux enfants que sur les formations de cuisine. Vraiment, j'espère. Mais c'est vrai, il y a tout ce volet-là. Je rappelle les prix. Ça va de 750 à 950 € en fonction de la chambre qui est choisie. 725, je pense. C'est ça qui va... T'as dit 750, mais je crois que c'est 725 le plus bas. D'accord, ok. C'est parce que je lis ce qui est écrit là. Ah bon, alors peut-être que j'écris de la merde. Ah, peut-être non, c'est juste, tu as raison. Donc 750 à 950 €. Et alors ça comprend tout, hein, les repas, vous n'aurez rien à repayer en plus évidemment, mais il y a un coût pour les repas et l'hébergement qui quand même rentre en compte. Hop, je montre à Aline du coup. Il ne faut pas amener de drap, il ne faut pas amener de thé d'oreiller, il ne faut pas amener de c'est même pas la peine de prendre son gel douche, il y en a. Il ne faut pas prendre de dentifrice, ça comprend le dentifrice. Ça comprend le dentifrice. Non, mais en vrai, c'est important, si vous venez en train, prenez vos protos plutôt que votre trousse de toilette. Prenez juste votre brosse à dents et ça suffit, quoi. Voilà, c'est pas cher vu le coût de fonctionnement, mais on a essayé d'être le moins cher possible. C'est ça l'idée, c'est que ça reste ouvert et puis que ça ait du sens. Pour information, ce prix-là, il correspond... Souvent, les éditeurs qui viennent au chalet pour une demi-journée, ils payent ça. Donc là, c'est pour la semaine complète. Ouais. Il y avait une question beaucoup plus haut qui demandait s'il y aurait de la documentation faite sur place, tu sais, des photos, des petites vidéos qui permettront de montrer ce qui s'est passé pendant cette semaine. Oui, ça c'est prévu. On va évidemment
pouvoir vous montrer derrière ce qui s'est passé pendant la semaine. On va faire de vous des stars. Alors là-dessus, on a demandé à l'inscription une autorisation, évidemment, vous risquez d'être pris en photo, mais c'est pas le but, hein. On précise quand même, l'objectif de ça, c'est pas de créer du contenu vidéo. Et on n'a pas d'intention là-dessus. Le contenu vidéo, il est juste pour expliquer ce qui se passe pour d'autres... On risque de prendre des photos, c'est tout. Oui, mais vous ne serez pas obligé de parler devant une caméra, c'est pas l'objectif. Peut-être qu'il y a des choses qui se passeront comme ça, mais ça sera pas, c'est pas l'objet de ça, de cette semaine-là. Voilà pour ce projet qui est super excitant, enthousiasmant pour nous en tout cas. Ça y est, vous avez le lien d'inscription, ça fait un petit moment que ça se prépare et on est tout content de vous renvoyer vers cette inscription. Je remets le lien pour ceux qui voudraient s'inscrire, parce qu'attention, les places sont... Mais attention avec le lien, parce que tu mets l'inscription, j'insiste personnellement qu'il faut bien lire avant ça tout ce qu'il y a, bien sûr, parce que ça explique ce qui est demandé, ce qu'il faut faire, etc. L'inscription, c'est vraiment pour finaliser quand vous avez tout bien lu, que vous êtes d'accord avec ce qu'il y a dedans. Je mets aussi le lien. Alors tous ces liens-là, vous les avez en avant-première pour ceux qui regardent en live. Ils seront dans la matinée, en dur, sur les 2 sites, sur le site de Board Game Campus et sur le site d'un monde de jeu, avec la rediff de cette vidéo tout simplement, puisque on se doute aussi là, les personnes qui sont ici. Alors le lien que j'ai donné en plus, là c'est un lien provisoire, c'est pas le. Ouais, c'est vraiment histoire de lien de vous donner le backstage de l'article qui sera mis. Forcément, vous êtes un public choisi ce matin, le public habituel des matinales. On sait qu'il y a beaucoup de professionnels qui ne vont pas forcément venir sur cet événement-là, mais quoique, pourquoi pas. Hein. Mais le public à qui se destine aussi ce projet, c'est très largement ceux qui vont regarder la vidéo une fois en replay et qui vont en entendre parler à travers les liens que l'on mettra sur les réseaux sociaux. Il est 9h30. On jette un petit coup d'œil aux sorties, mais alors hyper rapidement, Aline, sur les sorties culture de cette semaine-ci. C'est vrai qu'on le fait le lundi. Mais là, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de monde pour cette rubrique-là. Il y a les jeux de société qui sortent cette semaine, il y en a quelques-uns. On regarde très vite. C'est la dernière rubrique de cette matinale-ci. On ne va pas s'attarder dessus, on reviendra sur différentes choses mercredi et jeudi dans les actus ludiques, les jeux de société. On en reparle jeudi dans les actus ludiques avec Pénélope. Il y a quelques sorties un peu moins cette semaine, mais il m'en manque probablement. J'ai regardé ce matin, j'en ai déjà repéré d'autres qui n'étaient pas annoncés la semaine dernière et qui sont annoncés cette semaine pour sortir cette semaine. Tu vois, il y a des trucs qui se rajoutent. Donc ça, on reviendra dessus. Ouais, il manque Potion Express, par exemple, chez Kiwizu qui sort cette semaine, je crois. Ça, je l'ai rentré sur le site. Mais peut-être que je l'avais annoncé la semaine dernière, non? C'est pas ça? Moi, je sais pas. À vérifier alors. Parce que ça, c'est moi qui ai rentré ces fiches-là, donc je les ai vues passer. Soit c'est pour la semaine prochaine, soit c'est pour la semaine dernière, je ne sais plus, mais en tout cas, on regardera si c'est effectivement celle-ci que ces jeux-là sortent. Sur les plateformes, nous, on avait repéré 2 trucs qu'on va regarder très probablement, le film The Gore. On n'a pas regardé grand-chose la semaine dernière. Moi, j'ai regardé les 2 premiers épisodes de la nouvelle saison de Dexter. Ouais. Évidemment... moi, je suis très fan de cette série et j'ai retrouvé ce plaisir à voir ces 2 nouveaux épisodes, mais au bout de 2 épisodes, pour faire un bilan d'avis, c'est un peu juste. Et même s'il y a plein de choses qui m'ont satisfaite en tant que fan de la série, j'attends de voir où va aller l'intrigue, ce qui est quand même le plus important. Quel jeu nous conseillez-vous pour les Nyctalopes? Qu'est-ce que c'est que cette question? Atiwa? Atiwa, c'est pas le jeu sur la chauve-souris? C'est Nyctalope, une chauve-souris? Ah bah oui. Cet échange est étrange. C'est forcément. C'est un peu tous les jeux, je vais te fermer les yeux. Pour les gens qui voient la nuit, j'en sais rien. Antise, jouer à Antise, ça peut être pas mal pour les Nyctalopes. Bref 2, donc la nouvelle série qui sort, on est forcément curieux, on va regarder ça. Ça, on peut pas vous en parler, on les a pas encore vus, on regarde pas les choses en avance. Au cinéma, il y a pas mal de films qui sortent également cette semaine-ci. Il y a du Marvel, c'est ça? Oui. Ouais, on n'ira pas le voir. Et sinon, Bridget Jones, un nouveau film dans cette saga, c'est quoi, le 4e? Non, oui. J'en ai vu aucun, moi. Moi, j'en ai vu, mais je suis pas... Je vais plutôt relire Orgueil et Préjugés qui a inspiré Bridget Jones. J'ai entendu du bien de celui-ci, Prima la Vita. Le Brutaliste, énormément de bien, j'ai entendu aussi. C'est vrai? Ouais. Oui, parce que 10 nominations aux Oscars sur celui-ci en particulier. Donc grosse semaine pour ceux qui veulent aller au cinéma, il y a pas mal de choses. Il y a même un truc pour les Belges, quoi, tout en bas à droite là, Striptease. Oh là là. L'intégrale. Tu vois ce que c'est ou pas? Oui, l'émission qui vous déshabille. Oui, c'était très particulier. C'était des petits, c'était filmé en pellicule, des mini courts métrages, documentaires, sans aucun commentaire.
cringe, on dirait maintenant, ou malaisant, et on suivait quelqu'un de particulier, sans aucun commentaire, sans juste filmer. Et en Belgique, c'était complètement cool. Et puis, ils ont fait la France après. Et là, c'est un film qui reprend différentes choses. Il y avait un ton que j'aimais bien, en tout cas. Ouais. Je suis tombé sur une chaîne YouTube, je ne sais pas si je vais la retrouver ici, je suis tombé sur une chaîne YouTube de Benoît Lecor, je crois, qui est un journaliste qui suit des personnes. Alors c'est pas striptease, mais c'est des personnes qui sont un peu en marge de la société. Son premier reportage, ils sont relativement courts, ça dure une quinzaine de minutes. Son premier reportage, c'est sur un homme statue. Ouais. Et son deuxième, c'est sur un alcoolique qu'il filme pendant une journée, et puis après il filme également les retours de cette personne qui regarde le reportage et qui se découvre. Et c'était pas striptease du tout, mais dans l'immersion sur des gens qui sont en dehors un peu du réseau classique. Des marginaux, quoi. Ouais, marginaux, c'est pas forcément le terme, mais j'ai trouvé ça intéressant, ça m'y fait penser. Je vous conseille cette chaîne YouTube, des fois on cherche des chaînes YouTube intéressantes à suivre. Ensuite, Rachel a la chanson dans la tête, j'espère qu'elle est en pyjama. La chanson de quoi? De Bridget Jones, je pense. Moi je de striptease. Je pense. Tu crois que c'est Bridget Jones? Oui, je pense qu'elle est debout sur son canapé en pyjama. Bande dessinée, donc on reviendra un petit peu dessus mercredi peut-être. Notre libraire a vendu 700 exemplaires d'Henry James et les autres. J'ai vu ça, waouh, une librairie qui vend 700 exemplaires d'un même objet culturel, c'est incroyable quand même. Hein. Je ne sais pas si ça existe dans le jeu de société. Ça a pris du temps. Henry James et les autres. Bon, je ne l'ai pas lu celle-ci, tu vois, mais ça doit être bien. Du coup, je me suis dit, mince, je suis passé à côté de cette bande dessinée. Est-ce que ça a pris tant de temps? Parce qu'elle est sortie quand, Henry James chez lui, je sais qu'atteindre 100 exemplaires, c'est un achievement. Ouais. Je veux dire, si c'est une BD qui a un an... Il a vendu 100 exemplaires de ma BD à l'époque, j'étais très content. Très bien. Non, j'en sais rien, je ne sais pas. Les sorties de la semaine, il y en a quelques-unes. Moi, j'étais attiré, par exemple, par celle-ci, Nouvelle graphique d'Afrique. C'est les genres de choses. Je ne l'ai pas feuilleté, donc je n'ai pas eu l'occasion de regarder à l'intérieur ce dont il s'agissait exactement. Une bande dessinée sur l'Ukraine également. J'aime bien les vertus des reportages en bande dessinée de manière générale. J'en ai pas vu énormément de sorties cette semaine-ci. Tiens, celle-ci c'est sur Willem. Voilà. Ce sont les sorties de la semaine. Et toi, Aline, t'as lu pour le chat nous l'avait vivement conseillé la semaine dernière, lundi dernier. Du coup, j'ai lu La femme de ménage et Les secrets de la femme de ménage. 1 million d'exemplaires vendus en France. Hein. Tu te rends compte ? Ouais. J'aime bien justement lire les livres qui font l'actu et qui ont ce genre de succès public. Je trouve ça très chouette de se tenir au courant de ça. J'ai bien aimé. J'ai eu l'impression... je ne vais pas tout dévoiler, mais c'est une sorte de polar qui te raconte comment un crime a été commis. Tu sais qu'il y a un crime dès la première page et tu vas découvrir l'histoire des protagonistes avec des retournements de situation incroyables dans l'histoire. Et c'est très dommage d'en dire plus en fait. Okay. Lisez-le parce que ça fait l'actu déjà, c'est une bonne raison. Je le conseille, mais avec le petit bémol de... J'ai trouvé ça très bien. Vraiment, c'est un page turner. Tu as toujours envie de savoir ce qui va se passer. Tu es tout le temps surpris. Par contre, chaque truc. on n'est pas du tout dans de la littérature. Moi, j'ai eu l'impression de lire un scénario hyper bien ficelé, prévu pour être adapté au cinéma. C'est le sentiment que ça m'a donné. Je me suis dit, mais quel super film. J'ai hâte de voir l'adaptation. Mais du coup, je me permets, si vous avez lu et aimé La femme de ménage, vraiment, je pense qu'avant d'aller dormir... que je vous ai mis en image et je vous ai même mis un lien sur le site. Je pense qu'avant d'aller dormir vous plaira, et sans doute même encore plus que La femme de ménage. Moi, c'était un coup de cœur. C'est un vieux livre, je pense que c'est 2012 ou 2013. Ouais. Et c'est vraiment super chouette, dans la même veine, avec encore plus, je pense, d'émotion du lecteur dans son fauteuil ou dans son lit, en train de lire élémentaire. Le livre. Ouais. Oui, bravo. Merci. Voilà, on arrive tranquillement sur la fin de cette émission. Je me suis amusé, juste pour le clin d'œil, et puis pour voir si tu as des réactions sur ces albums-là, Tanguy, parce que tu lis beaucoup de bandes dessinées, toi. Je lis beaucoup de bandes dessinées, ouais. Je lis beaucoup de presse BD, donc le Spirou, le fluide glacial, etc. J'ai une petite monomanie, c'est que je récupère tous les Spirou, là je suis en... Ah, tu essaies de faire la collection complète? Non, j'ai les recueils, il m'en manque une dizaine de recueils, et là je suis en 79. Donc en plus d'avancer dans les Spirou, j'avance sur les vieux Spirou dedans.
Et puis BD, voilà, c'est par à coup, je viens, je remplis la caisse, je fais vider la caisse, je vais rechercher. Donc, tu vides la librairie. Voilà. Ça. Ouais. Donc les caisses s'accumulent un peu à côté du lit, enfin des bibliothèques, etc. Comment s'organiser? Mais voilà, dès que je vide, je vais remplir. Donc je suis pas à l'actualité au jour le jour, mais j'ai une petite app et je mets de côté tout ce que j'ai envie de lire et puis je vais chercher tout ça et puis voilà. Eh ben, à cause de vous, qui nous suivez le lundi en matinale, on a acheté finalement plein de BD en janvier. Donc il y a les 2 donjons qui sont restés au chalet puisque tu les as, tu te les as accaparés hier. Il y en a un que je trouve très bien, celui de Thébault. Et il y en a un que je trouve beaucoup moins bien, celui d'Erwan Surcouf. Je suis en train de lire celui de Thébault. C'est les 2 donjons parades qui sont sortis récemment. Mais on a acheté plein de bandes dessinées qui sont sorties en janvier. Donc là, c'est sur les sorties de janvier. Et très rapidement, je vous montre, à cause de vous, tout ce qui arrive au chalet et qui sera disponible. Donc on va faire une petite étagère au chalet, elle sera prête pour avril. Pour ceux qui viendront, ils pourront, entre un moment où tu diras, c'est la pause, parce que ça sera très organisé. On n'est pas là pour rire, on est là pour travailler. Il y a des horaires de début, des horaires de fin, des horaires de petit-déj avec on va pas dépasser telle heure. Hyper organisé, mais il y aura des moments de pause justement où vous pourrez aller dans cette librairie, prendre des bandes dessinées de l'année, cette bibliothèque. C'est une librairie chez nous. Ah oui, parce que tu mets une tirelire à côté. Ouais. Prendre les bandes dessinées de l'année et tout ce qu'on a acheté en janvier. Il y aura par exemple Les Jardins Invisibles d'Alfred. Est-ce qu'on conseille pas? Tu l'as lu? Alors, on n'a pas lu les mêmes. Non, on lit pas les mêmes. C'est fou. Pour l'instant, on a du retard l'un par rapport à l'autre. On a tellement poussé en janvier que le temps de loisir était assez limité en réalité. Franchement, là, j'aurais déjà dû avoir... Normalement, je devais lire la suite de Lizou. On l'a acheté. Je voulais lire Mylène pour pouvoir vous en parler. Je l'ai. Il est là depuis vendredi. Depuis vendredi, j'ai pas eu le temps. Les Jardins Invisibles, moi je conseille très fort. J'aime beaucoup avec tous les... C'est le problème, c'est que je ne vais pas refaire la critique que j'ai fait il y a une semaine ou deux. Ça m'a plu. Parce que je suis aussi dessinateur de bande dessinée. Donc revoyez la critique qu'on a fait pour le savoir. On a acheté une histoire populaire du football. Ah, je crois que tu en es à la moitié. Oui, et j'ai du mal à le lire. Je ne le conseille pas. Je ne le conseille pas parce que c'est très des récitatifs avec des images qui illustrent. Et en fait, je me dis, j'aurais presque préféré regarder un reportage. Alors c'est bien illustré, c'est joli, c'est une chouette bande dessinée. C'est pour ça que je l'ai acheté. C'est chouette, vraiment. Mais je suis très sensible, moi, à la narration. Le côté là, c'est la différence entre l'effet que tu avais fait, l'annonce de la sortie, où tu étais hyper enthousiaste, et à la lecture, c'est un sacré bémol, du coup. Je ne le conseille pas en tant qu'objet BD, si tu veux. J'ai eu plusieurs fois ce passage où tu es en train de lire une page et tu te vois toi-même en train d'accélérer la lecture pour passer vite à la suivante en disant c'est un peu chiant dans ta tête. Donc ça m'a moins marqué. Voilà, c'est le principe quand on achète des bandes dessinées. Des fois, j'aime bien acheter à l'aveugle. Moi, j'aime bien découvrir les trucs sans les avoir préparés nécessairement. Le journal inquiet d'Istanbul, donc c'est le tome 2 qui est sorti ce mois-ci. Ça, je le conseille vivement. Je ne sais pas si tu l'avais lu, toi. Moi, je mets un petit coup de cœur dessus. Petit? Non, coup de cœur. Moi, j'ai un gros coup de cœur dessus. Le petit macaron coup de cœur, ça, je veux dire. Journal inquiet d'Istanbul, gros coup de cœur pour un monde de jeu. L'abîme de l'oubli, je l'ai pas encore lu. Donc ça, on reviendra dessus plus tard, dans une future émission Première Dame. C'est toi qui l'as lu, moi pas encore. Aline? Moi j'ai bien aimé, ma maman a bien aimé aussi. Ouais. C'est très très bon. Très bon. Très bon album. Ouais, très bon. T'es intéressé par les gros volumes, c'est tronché en fait. Moi, c'est pas tellement la taille du volume. Le dynamisme du dessin et le côté un peu malin de je prends des références que vous connaissez sur le monde politique et je vous en ficelle une histoire bien amusante, bien rigolote. J'ai beaucoup aimé. T'avais lu Oupland? Comment? De Tronchet, Oupland, non. C'est cette bande dessinée dans laquelle c'est Noël tous les jours. C'est le quotidien, c'est un peu chiant pour les gens, c'est très rigolo. C'est quelqu'un qui aime bien singer, caricaturer notre société en mettant un peu d'absurde à l'intérieur. Il est assez doué pour ça. Très chouette. On avait parlé évidemment de Marcy, donc ça, conseil, Aline? Ah oui. Vraiment. Gros conseil, vous êtes quelques-uns à nous avoir suivis là-dessus et à l'avoir acheté également. Ça, c'est que les BD qu'on a achetés en janvier. Je me dis, il y en a trop là, il va falloir trier aussi. Donc, Mylène, tu l'as pas encore relu, mais on a parlé du premier Lizou la semaine dernière. Donc, celle-ci, conseil? Ah oui, conseil. Conseil surtout de le faire lire. C'est un livre qui est à cheval entre un album jeunesse et un album adulte. Vraiment, conseil de le faire lire à vos jeunes. Voilà, ça, c'est important. Non seulement l'histoire est super bien mise, l'histoire est super, ça parle de déportation, je suis pas sûre que le thème n'est pas super, mais l'histoire est super, l'illustration est parfaitement délicate, c'est génial. Et donc, alors Sibylline, c'est février.
on est dans une BD de février, donc je ne peux pas le mettre dans la liste de janvier. On en avait parlé la semaine dernière, je l'ai acheté. C'est plutôt chouette. Je reviendrai plus en détail, j'en ferai la critique un peu plus tard. Du coup, puisque là on n'aura pas le temps ce matin, mais j'ai plutôt bien aimé cette bande dessinée. C'est pas un immense coup de cœur, mais c'est une première BD aussi, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et celle-ci, c'est à cause du libraire. On est passé en librairie, et je l'avais pas repéré au moment de sa sortie. Je vous avais évoqué, tiens, il y a ça qui sort. Bon, je l'ai feuilleté, ça m'a pas plus enthousiasmé que ça, mais notre libraire en a fait l'éloge, et je suis en train de le lire. Donc pareil, je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Ce que j'aime bien, tu vois, c'est ça aussi en bande dessinée. La tranche qui est rugueuse parce que tu vois l'effet du massicot. Il y a quelque chose quand tu passes tes doigts dessus avec un papier épais qui est agréable. Il y a vraiment un côté tactile que j'adore sur ce genre de gros volume avec une odeur particulière, un toucher. Mais c'est fou que au verso et au rectal. Le nombre de gros volumes qui arrivent maintenant, et ça permet. Content? Ça permet vraiment de se plonger dans un univers, et tout dans une durée beaucoup plus que le 40 pages d'avant. Oui. Ça permet vraiment une immersion bien sûr, oui. qui est vraiment intéressante. C'est plus cher aussi, par contre, mais c'est vraiment après, ça prend plus de place. Après, c'est plus cher, mais ça aurait fait 3 volumes. Tu sais, c'est le truc qu'il aurait fallu attendre le 3e volume. C'est aussi un pari pour les auteurs de se dire je vais tout sortir d'un coup. Quel courage de faire un album. Il y a des albums comme ça en entier, on se dit mais c'est l'album d'une vie, et de le sortir et de se dire est-ce que ça va marcher ou pas. Alors, on arrive tranquillement sur la fin. Je lis un petit peu les commentaires. Moi, je réponds à Plume d'Oie qui avait conseillé un livre la semaine dernière que j'ai également acheté, qui est sur ma Kindle, qui attend que j'ai terminé le tome 3 de La femme de ménage. Sur la Kindle, t'as pas ce côté... Non, et vraiment, touché. Pour les bandes dessinées, je trouve que je ne lirai pas de bande dessinée sur un autre support, mais pour un roman, ma Kindle, je les changerai pour rien au monde. J'ai pas d'iPad. Il me permet de lire quand tout le monde dort. J'ai pas d'iPad Pro, j'ai très envie d'en avoir un aussi pour rattraper parce que on a un abonnement automatique on est abonné à Canal+, et on a automatiquement un abonnement à Isneo qui est une plateforme qui permet aussi d'avoir accès à la bande dessinée. J'adore l'objet, donc moi j'ai envie d'avoir les objets BD, mais des fois, on parlait la semaine dernière de Comanche par exemple. À cause de la bande dessinée Revoir Comanche. J'ai pas lu tous les Comanche d'Herman à l'époque. Je me suis dit, j'ai envie de les lire. Je vais pas acheter des tonnes de bandes dessinées sans savoir si j'aime ou pas directement. Et en fait, ils sont disponibles sur cet abonnement Isneo. Il me manque juste parce que sur téléphone, c'est un peu pénible quand même. Ça se lit quand même relativement bien. Quand je lis tous les previews, ça permet de voir si cet album mérite de rejoindre ensuite ta ludothèque. C'est vrai que je suis un peu comme toi. Après, tu as envie de les avoir, ces albums que tu as aimés. Pour les prêter, pour les faire lire, pour les partager. Pour les faire vivre. C'est pour ça que j'ai envie que la bibliothèque soit au chalet. Ça me dérange pas que les gens touchent à mes albums, bien au contraire. C'est pas grave s'ils sont un peu abîmés. Je conseille le roman La Maison au sortilège, me dit Plume d'Oie. Oui, ce que je viens c'est de donc dire. Ça que tu disais. Ça parle de cinéma aussi, puisque j'ai vu... Qu'est-ce que j'ai vu ? La Pampa, nous dit Miss Zen, et Jouer avec le feu, qui sont 2 films très poignants. Voilà. Pour vos retours sur ce que vous avez parcouru, on est passé assez rapidement sur ces différents sujets. C'est pas mal Isneo, mais il n'y a pas l'odeur de l'encre. Oui, ça permet de découvrir un peu rapidement peut-être des bandes dessinées plus anciennes aussi, c'est surtout ça. Je vous en reparlerai à l'occasion, parce que ça m'a permis moi de rattraper 2-3 trucs, notamment quand je suis en déplacement et que tu prends pas des tonnes d'albums avec toi, là tu es content d'avoir accès à une librairie immense sur iPad. C'est le cas de la Kindle, c'est un peu pareil. Et c'est un abonnement, donc tu lis autant que tu veux. Alors nous, on a un abonnement, donc il y a des bandes dessinées qui sont disponibles. Je ne sais pas sur quels critères, ça doit faire partie des éditeurs partenaires, j'imagine. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de Dargo, pas mal de Dargo en fait. Donc des Léo, des BD comme ça, tu peux les retrouver facilement comme ça. Et puis derrière, tu peux acheter aussi les dernières parutions. C'est comme la Kindle, tu les payes moins cher que l'objet physique, j'imagine. Mais là, bien sûr. Mais là-dessus, j'ai moins envie, tu vois. Sur les dernières parutions, je préfère acheter le bouquin. C'est plus pour rattraper des choses que je ne veux pas acheter, en fait, juste pour les lire. Il est bientôt 10h. On a fait une des plus longues matinales de l'histoire, mais il y avait plein de sujets dont on voulait vous parler. C'est pour ça que ça a duré un petit peu. Demain, on se retrouve avec Paladis, pour découvrir leur line-up de 2025 notamment. Mercredi, on sera de nouveau ensemble avec Aline, et préparez-vous, on vous fera des conseils dans différents domaines de choses à avoir pour votre journée du vendredi pour la Saint-Valentin. Ça sera le programme de la matinale de mercredi. Jeudi, les actus ludiques, et vendredi, donc, on sera avec l'équipe de Spirale pour Présage. Bonne semaine à tous, bonne journée à tous, et à très bientôt. Ciao.